Chers amis, bonsoir, vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Buzz, très heureux de vous retrouver ce soir pour cette 5e émission, avec ce livre évidemment passionnant, qui peut ouvrir bien des yeux pour peu qu'on veuille s'y intéresser. J'ai nommé le livre « La guerre secrète contre les peuples », j'espère que vous allez bien, et que la journée s'est passée aussi bien que possible pour vous, et je le rappelle que vous avez su mettre en place tout un tas de filtres appropriés pour ne pas vous laisser polluer par les messages ambiants dont nous savons maintenant bien avec tous les livres que nous avons parcourus ensemble, qu'ils ont une action sur votre psychisme, sur votre état intérieur, et donc quelque part la protection, vous savez où la placer, c'est-à-dire volontairement éteindre radio, télé, curiosité malsaine, pour vous recentrer sur vous-même et sur cette paix présente à l'intérieur de chacun. Donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir pour la suite de nos émissions, donc la 5e très exactement. Alors vous voyez, on en était arrivé hier à une citation qui s'appelle « Il faut que le hasard renverse la fourmi » pour qu'elle découvre le ciel, la page 66, cette citation. Et évidemment, ça rentre dans le cadre toujours du chapitre 1er, un chapitre qui est maintenant démarré depuis la 2e émission, lequel s'appelle « Le contrôle du climat et de l'air que nous respirons ». Paragraphe grand A, mensonge et réalité. Et puis aujourd'hui, on va rentrer à un moment donné dans le paragraphe grand B, les preuves qui les accablent. Dans une deuxième partie de l'émission, eh bien, on passera à David Dufresne, dernière sommation, avec un paragraphe qui s'intitule « Liberté, égalité ». Attention, vous ne trompez pas de troisième mot, brasier. Ensuite, on aura un signalement à la place Beauvau, c'est pour un signalement 182. Ensuite, il y aura un procès verbal. Ensuite, quand on a collé mur, vous ne nous attraperez pas, nous n'existons pas. Et enfin, les règles ont changé, les lois, c'est du passé. Alors, bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous avez rejoints ce soir. N'hésitez pas à vous manifester sur le chat de façon à ce qu'un échange puisse s'installer. Alors, on va revenir au focus sur le livre, donc page 66. On est donc sur cet ouvrage de Claire Séverac, La guerre secrète contre les peuples. Un ouvrage évidemment passionnant à plus d'un égard, qui consiste à questionner un certain nombre de phénomènes auxquels nous avons à faire face. Et il faut bien reconnaître qu'on n'y trouve pas beaucoup de réponses officielles satisfaisantes. Donc il nous reste ce livre, c'est pourquoi c'est sur lui qu'on va se concentrer ce soir. Donc focus sur le livre de Claire Séverac, intitulé, je vous le rappelle, « La guerre secrète contre les peuples ». Voilà, bonsoir Nelly, bienvenue parmi nous. On arrivait hier à cette citation, il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu'elle découvre le ciel, proverbe du Moyen-Orient. Tout cela est tellement stupéfiant. Quand on en parle à quelqu'un pour la première fois, il n'y croit pas. Mais il se met à regarder le ciel, 3 points de suspension. Et de plus en plus de témoignages arrivent sur les sites Skywatch de tous les pays. Et chez nous, sur les forums d'Axepica,
chemtrailsfrance.com, chemtrails-france.com. Actu Chemtrail avec un tiret entre les deux mots. Ciel voilé et le nouveau site de Yannick, le ciel nous tombe sur la tête. Sur les réseaux sociaux, chacun publiant ses inquiétudes, des vidéos, des photos de son coin de France, Mulhouse, Dijon, Marseille, Paris, les Vosges, l'Ariège, infestés de chemtrails et décrivant ce que nous voyons tous. Aujourd'hui, sur l'estuaire de la Loire, ils ont pulvérisé toute la journée. C'est comme ça tous les jours dès qu'il fait beau. On nous vole le beau temps et le ciel bleu azur. Que faire? Nous constatons tous les jours des épandages massifs sur la région de Draguignan et depuis quelque temps, ce sont des substances noires qu'ils pulvérisent. Nos santé se dégradent lentement et je crois, vu la passivité de mon entourage, que le mal se fait déjà sentir dans le manque d'énergie à réagir ou à appréhender le danger. Reprise d'épandage intensif en Deux-Sèvres, je prends des photos et ce ne sont pas des avions de ligne car ils font des demi-tours. J'hallucine, que la force soit avec nous. Dans le département de l'Hérault, on va faire un petit réglage pour pouvoir accéder au sommet de la page. Dans le département de l'Hérault, secteur de l'Odève, lac du Salagou, il pulvérise depuis 2 ans sans interruption, de nuit comme de jour, 80 rotations en 24 heures et parfois plus encore, ceci sans aucune information dans les médias. Inutile de s'adresser aux Verts, aucune réponse dans leur moteur de recherche. Qui sont les avions autorisés à survoler Paris? J'habite le Sauternes, près de Bordeaux, et je voulais juste vous informer qu'ici, c'est de pire en pire. Il est très rare d'avoir un jour sans chemtrails. Jour et nuit, ils balancent leurs saloperies, et depuis 2 ans, j'observe la végétation, les arbres surtout, mourir lentement. Quant au pH des sols, il ne cesse de baisser dans une indifférence effrayante pour l'illuminé de service que je suis, et qui n'a de cesse d'en parler pour que les gens se posent enfin des questions. Lundi 14 mai au matin, 9 h, à proximité de la centrale nucléaire de Cattenom, 4 avions en parallèle avec longue traînée, soudainement, ont fait un demi-tour serré, puis 2 par 2 se sont écartés brusquement et ont coupé les traînées. À quoi servent ces pulvérisations dans ce cas précis autour des centrales? J'ai pu faire une déduction intéressante. J'habite en pleine campagne, la diagonale du vide. Très peu d'avions de ligne passent quotidiennement. Le 14 mars 2012, un ciel bleu immaculé a commencé à se charger avec les passages répétés de plusieurs avions. De grosses traînées blanches ont alors persisté dans le ciel, mais le plus frappant, c'était la fréquence et le nombre inhabituel d'avions qui passaient et repassaient pendant environ 4 à 5 heures, comme pour faire un quadrillage. Après cela, plus aucun passage, mais le ciel était devenu blanc et laiteux. À mon travail, j'ai vérifié la carte des servitudes aéronautiques de l'aviation civile et militaire du territoire concerné par ces passages. Cette carte ne concerne qu'une zone de 100 km², et je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse s'avérer aussi instructive. Car une chose est sûre, ces avions venaient d'une zone réservée au vol militaire, traversaient un couloir de l'aviation civile avant de bifurquer pour reprendre une zone d'aviation militaire. Nombreux sont aussi les observateurs qui, vérifiant en temps réel sur les sites où l'on peut vérifier qui sont les avions en vol au-dessus de leur région, ne trouvent aucune trace de ceux qu'ils voient épandre au-dessus de leur tête. Comment et pourquoi échappe-t-il au radar? J'habite le canton du Jura, dit cet autre témoin, et je pourrais faire des milliers de clichés, photos et vidéos par an tellement le ciel est chargé de chemtrails dès qu'il fait beau. Le simple fait de voir régulièrement des avions laisser des traînées blanches par intermittence et non continue, sur un simple et même vol, suggère que ce phénomène ne peut être d'ordre naturel, mais bel et bien le fait de la volonté de l'homme. Que dire également de l'apparition de petits arcs-en-ciel dans un beau ciel bleu parsemé de chemtrails, sinon que c'est la réverbération des rayons solaires sur des produits chimiques, justement. Avant-hier, j'ai même vu un avion venant du sud faire demi-tour avec une magnifique traînée chimique. Cet avion n'avait aucun problème, sinon il se serait forcément dérouté sur Cointrin pour se poser en urgence. Je suis en Haute-Savoie, vallée verte. Je suis moi-même pilote en montagne, je connais donc un petit peu les procédures d'urgence. Les contrôleurs aériens suisses sont donc totalement complices car un avion faisant demi-tour au FL 300, 30 000 pieds, ne peut en aucun cas passer inaperçu puisque le pilote devra leur demander la permission et qu'il le voit obligatoirement sur leur écran de contrôle. Il faut vraiment que les gens se réveillent. Arrêtez de regarder votre portable et levez les yeux.
C'est une honte ce qui se passe. Moi aussi, dans mon coin de campagne, je les vois arriver et envahir le ciel. J'entends leur vrombissement continu certaines nuits quand j'écris et que tout est calme. Alors que depuis 2000, les avions civils volent au-dessus de 8000 mètres, trop haut pour qu'on les entende. Comment peut-on nous dire que ce sont de simples avions de ligne? Ce sont des opérations commando et les va-et-vient s'arrêtent que lorsque le ciel est complètement bouché, au point de ne plus laisser passer ni le soleil ni les étoiles qui réapparaissent comme par enchantement quand ils suspendent les épandages et qu'il n'y a plus qu'un trafic aérien normal. Vous pouvez vérifier par vous-même quels sont les avions au-dessus de vos têtes en temps réel sur flightradar24.com, FLIGHTRADAR24.com et aussi en suivant les explications de Claire Henrion. Merci Gilles pour ta confirmation que le son et l'image sont OK et surtout bienvenue pour notre émission. En plein mois d'août, je parle avec mon ami Marion Sigaud et nous nous faisons justement la réflexion qu'il n'y a pas d'épandage ces jours-ci. Son ciel de Bourgogne est aussi pur que le mien, celui de l'Île-de-France. Et nous ironisons. C'est bien connu qu'il n'y a pas de trafic aérien le week-end du 15 août en France. Et cette période d'intense chassé-croisé, en cette période d'intense chassé-croisé, les avions ne volent pas. L'été dernier, nous avons retrouvé un matin les voitures recouvertes d'une espèce de glu noir que nous avons dû nettoyer pendant des heures au Karcher. Les pieds de tomates aussi sont devenus tout noirs, puis se sont desséchés, et les fruits sont tombés sans mûrir dans tous les vergers de la vallée, sauf ceux qui étaient sous serre. On m'a dit que c'était sûrement une substance tombée des arbres. J'ai presque toujours habité la campagne, et ce serait bien la première fois que je vois des chênes produire de la résine. Au dire des forestiers, ces arbres centenaires alentours sont tous malades, et bizarrement, les feuilles des noisetiers sont toutes cramées sur les branches supérieures, pas en dessous. Mais nous sommes tous dérangés, victimes d'hallucinations collectives ou adeptes de la théorie du complot. Fous, comme Laetitia, Océane, Sarah, Mélanie et les autres, victimes du garde-asile qui, d'après les experts dépêchés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM, s'inventent des effets secondaires, et à 18 ans préfèrent s'éclater à passer des mois sur un lit d'hôpital plutôt que d'aller en discothèque avec leurs copains et à qui ils conseillent sans honte l'asile psychiatrique. Jusqu'où allons-nous supporter tout ça? Alors, bonsoir Laetitia, merci Nelly pour tes commentaires. Je lis, merci beaucoup de cette lecture si intéressante. Lors d'une de ces conférences, elle dit même « Avez-vous déjà vu un avion faire demi-tour parce qu'il a oublié quelque chose à l'aéroport ?» Tout à fait, exact. On l'a lu dans le livre un peu plus tôt. Donc, bienvenue à Laetitia, à Gilles et à Nelly. Et il y en a d'autres, puisqu'il y a 12 personnes actuellement en ligne. Donc, merci de votre intérêt pour cet ouvrage, certes qui dérange, mais est-ce qu'il faut passer toute sa vie dans le déni? C'est la grande question. Donc, on va aborder très bientôt, vous le voyez sur l'écran, après avoir fini ce premier paragraphe, intitulé par, ou en tout cas amorcé par la citation « Il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu'elle découvre le ciel », on va aborder les politiques et les médias. Bonsoir Rachel, bonsoir Aline, ça fait plaisir. Ça semble, sauf erreur, des personnes nouvelles qui nous rejoignent. Ben écoutez, soyez bienvenus. Vous verrez que sur ce groupe, il y a une belle ambiance grâce à ceux qui s'y trouvent et qui sont bienveillants. La bienveillance étant une qualité indispensable pour le vivre ensemble, me semble-t-il. Alors, je vous laisse continuer à commenter. Pendant ce temps-là, j'aborde le paragraphe suivant, intitulé « Les politiques et les médias ». À l'amour, l'argent, la loyauté, la gloire, la justice, je préfère la vérité, nous dit Henri David Thoreau. À l'amour, l'argent, la loyauté, la gloire, la justice, je préfère la vérité. Seuls quelques politiciens courageux ont admis ce qui se passait, comme Monica Griefan, ancienne ministre de l'Environnement de Basse-Saxe, qui écrivait dès juillet 2004 dans sa réponse aux activistes anti-chemtrails « Je suis fondamentalement d'accord avec vos inquiétudes quant à l'emploi d'alliages d'aluminium ou de barium qui ont des potentialités toxiques. Toutefois, à ma connaissance, ils n'ont été utilisés jusqu'à présent qu'à une échelle très limitée.
Au lieu de faire un effort concerté et déterminé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers le monde, diverses expériences sont effectuées dans l'atmosphère de la Terre dans le but de guérir les symptômes. Bonsoir petite Marguerite, bienvenue parmi nous. En août 2011, Nicolas, alors comment on va prononcer ça, en août 2011, donc Nicolas avec un K et sans S à la fin, Alexier, il semble qu'il y ait un accent sur le Nicolas Alexier du mouvement écologique serbe Novi Sad, qui s'est fermement opposé à l'entrée des OGM dans son pays, dénonce violemment l'épandage par des avions banalisés de produits chimiques empoisonnant notre planète et ses habitants. Il explique « Regardez notre ciel, citoyens serbes, vous pouvez voir par vous-même. Regardez les traces quotidiennes des poisons qui viennent des avions banalisés. À partir du moment où notre gouvernement a signé le prétendu partenariat sur la paix, 14 décembre 2006, le ciel de la Serbie s'est retrouvé sous un faisceau de traînées empoisonnées, versées quotidiennement par des avions criminels, comme si nous étions des insectes et non des personnes. Au-dessus de nous sont mises en œuvre des expériences in vivo, comme dans les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Au-dessus de nous, c'est un génocide ouvert. Notre traître de gouvernement l'a permis. Ils ont vendu leur propre peuple afin de rester dans une position où ils ont été amenés par les représentants criminels d'organismes étrangers. Avez-vous le droit d'être un lâche quand vous et vos enfants êtes constamment pulvérisés avec des poisons sans que personne dans notre gouvernement ne puisse vous dire quelles sont ces toxines qui nous sont bombardées? Pouvez-vous être un lâche quand on sait que cette équipe traîtresse vous a vendu et vous a remis à la miséricorde et à la défaveur de l'organisation la plus criminelle du monde? Moi, Nicolas Alexier, représentant du mouvement écologique de Serbie Novi Sad, je ne peux pas et ne veux pas rester silencieux. Je demande à l'armée de Serbie de défendre son peuple comme le veut la Constitution et le ciel de la Serbie. 3 points de suspension. Quelle armée êtes-vous depuis que vous permettez l'intoxication complète et publique de votre propre peuple? Êtes-vous conscient des conséquences de votre trahison? Croyez-vous que vos enfants ne respirent pas les poisons pulvérisés? Que vos enfants sont exemptés de ce génocide? Le 28 septembre, on apprenait par le site examiné.com que Nicolas Alexier venait d'échapper à une tentative d'assassinat sur l'autoroute qu'il empruntait pour se rendre à Belgrade. Sa voiture avait été percutée et poussée intentionnellement par un camion portant une plaque d'immatriculation bleue de la police. En décembre 2007, dans un reportage lors d'un journal télévisé de la chaîne RTL, des météorologues allemands, dont Carsten Brandt, ont affirmé l'existence de ces aérosols qu'ils imaginent en lien avec des tests militaires de manipulation du climat, expliquant ouvrez les guillemets, nous pouvons affirmer avec une certitude de 97% qu'il s'agit de traînées chimiques composées de poussières fines de polymères et de métaux. 3 points de suspension. L'armée fédérale manipule les cartes météorologiques. Johannes Remmel, le représentant du Parti des Verts en Allemagne, a déclaré peu après « Le gouvernement doit fournir des explications à la population. Quand les radars détectent un avion suspect, les militaires allemands utilisent alors des images satellites contrefaites pour masquer leurs opérations. » Une politicienne suédoise du Parti des écologistes, Pernilla Hagberg, commentant en octobre 2012 un article du journal Catherine Holm, a affirmé qu'elle soupçonnait la CIA et la NSA, Agence nationale de la sécurité, de couvrir le ciel d'aérosols chimiques, ajoutant que ces épandages contenaient des substances chimiques, des virus et des métaux lourds. Hagberg croit que c'est un plan pour contrôler les prix et les marchés, et le gouvernement suédois est d'accord avec les puissances étrangères qui conduisent les épandages. De ce fait, il ne faut pas compter sur nos gouvernements pour résoudre le problème. Immédiatement, les tentatives pour la décrédibiliser ont fusé de toutes parts, y compris dans son propre parti, avec, comme c'est bizarre, la même fin de non-recevoir que Greenpeace. Il y a tellement de choses à faire en ce qui concerne l'environnement, ce n'est pas la peine d'inventer des chimères en plus. Alors, il me semble qu'il faut lire en fait la même fin de non-recevoir de Greenpeace. Ce qui n'a pas davantage motivé la curiosité des grands journalistes français pour enquêter sur le sujet. À peine William Limergy, dans son émission Télématin sur France 2, a-t-il fait passer un reportage d'Alban Mikoksi et Irina Golovkova sur la manipulation du climat par les Russes qui n'hésitent pas à intervenir pour éloigner la pluie tous les 9 mai, jour de leur fête nationale, afin que les militaires défilent par beau temps, pour la modique somme de 4 millions d'euros.
En France, on ne maîtrise pas la technique, ou alors on n'a vraiment pas les moyens. Et si l'on en croit, les saucés que se prend notre président. Je confirme. Point d'exclamation. Alors Léna est venue confirmer ce qui se passe en Russie. On a aussi appris que les Chinois déclenchaient des tempêtes de neige quand ils le voulaient et avaient éloigné la pluie pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Poutine vient de faire larguer de l'iodure d'argent et des sacs de ciment. Il faut espérer qu'il n'oublie pas de crever les sacs avant de les balancer, pour garantir le beau temps, le temps des cérémonies de commémoration des 70 ans de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup plus grave, selon un représentant de Greenpeace en Russie et le témoignage d'un ancien pilote après Tchernobyl, les Russes ont envoyé des avions équipés de diffuseurs chimiques pour éloigner les pluies radioactives afin qu'elles tombent en Biélorussie et épargnent Moscou et les dirigeants du Kremlin. Les Japonais auraient fait de même après l'accident de Fukushima, repoussant les pluies radioactives pour qu'elles ne tombent pas sur Tokyo. Somme toute, que des anecdotes folkloriques, point d'exclamation. Rien qui puisse intéresser un vrai journaliste habitué à faire passer l'info le petit doigt sur la couture du pantalon dès que les sources sûres lui indiquent ce qu'il faut dire. Il est donc admis, depuis quelque temps, sans que cela ait fait la une des journaux, qu'on peut faire pleuvoir, neiger, repousser la grêle, mais juste dans le monde des bisounours. Pas question d'investiguer plus loin. Par exemple, de chercher s'il y aurait des causes autres que naturelles à toutes les catastrophes climatiques à répétition, de crainte de se faire taxer de complotiste et de compromettre sa place au dîner du siècle ou aux réunions du groupe Bilderberg. Alors, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints avant de passer au paragraphe plutôt suivant qui s'appelle « Quand les hommes vivront d'amour ». Alors, bonsoir à Martine Anne qui nous a rejoints. Bonsoir à Aline que j'avais également nommée. Bonsoir à Petite Marguerite. Et bonsoir à Sam du rond-point 2-0. Quand les hommes vivront d'amour. Voilà, le temps que vous mettiez en chauffe pour vos messages, je continue encore un peu. L'idée n'est pas toute neuve puisque la première utilisation avérée d'armes biologiques à des fins de génocide date de 1763. L'armée britannique distribuait alors généreusement des couvertures à plusieurs villages indiens de l'Ohio. Ces dernières provenaient d'hôpitaux où l'on soignait des malades atteints de la variole. Les Indiens, qui n'avaient jamais été en contact avec ce virus, mourirent par centaines de milliers, laissant ainsi la place pour une colonisation des terres par des citoyens de sa gracieuse majesté. Dans un reportage appelé « Les mystères de l'unité 731 », on peut voir comment, dès 1930, les Japonais avaient installé en Chine un centre de recherche placé sous les ordres du médecin général Shiro Ishii pour développer l'arme biologique et comment ils s'en sont servis sur les populations chinoises, non pas pour se défendre, mais dans un but purement expansionniste, menant leurs essais avec une cruauté inouïe. Entre deux vivisections, ils testaient l'efficacité des épandages de souches bactériennes diverses, dont la peste, le choléra et l'anthrax à partir d'avions, sur des lots de prisonniers chinois attachés en pleine campagne, la tête maintenue en l'air pour les forcer à respirer. Dans des installations proches, ils élevaient des rats pour leur inoculer la peste et se servir de leurs puces comme vecteurs, imitant ainsi la méthode naturelle de propagation de cette maladie qui tua près d'un tiers de la population européenne à la fin du Moyen-Âge. Ils larguaient des bombes contenant des kilos de puces sur une petite ville chinoise, éradiquant ainsi une grande part de la population. Comme on n'arrête pas le progrès, les médecins japonais, certains que les souches qui avaient tué les gens et donc résisté à la contre-attaque de leur système immunitaire étaient les plus virulentes. Alors je reprends cette phrase, comme on n'arrête pas le progrès, les médecins japonais, certains que les souches qui avaient tué les gens et donc résisté à la contre-attaque de leur système immunitaire étaient les plus virulentes, se servirent de civils chinois comme incubateurs vivants. Un Japonais ayant participé à ces actions explique dans le film qu'ils étaient d'abord infectés à l'aide d'une injection et quand on estimait que leur décès était proche, on les anesthésiait totalement avant de les vider de leur sang. On pense que ces activités de l'unité 731 firent quelque 3000 morts. Jean-Pierre Petit explique, les Japonais avaient largué de nombreux ballons qui, traversant le Pacifique, étaient réglés de manière à descendre lorsqu'ils atteignaient les reliefs, par exemple en Californie. Il ne fait à présent aucun doute qu'il s'agissait d'actions de guerre bactériologique, car les charges explosives que des ballons auraient pu transporter au travers du Pacifique auraient causé des dommages insignifiants. Par contre, des ballons porteurs de puces infectées par la peste s'abattant dans des grandes villes américaines ou dispersant des spores de charbon auraient pu causer la mort de nombreuses personnes.
Dès le départ, les Japonais ont démontré que la guerre devait, pour eux, être menée avec le plus total mépris de la vie humaine. Quand les Américains préparaient les bombes qui devaient être lâchées sur Hiroshima et Nagasaki, ils ne devaient sans doute pas savoir ce que les Nippons auraient été capables de faire aux populations civiles des États-Unis. Avec leurs bombes atomiques, les Américains coiffèrent les Japonais au poteau. Lorsqu'il découvrit, après l'effondrement du Japon, l'avancement du programme nippon d'armement bactériologique, le gouvernement américain laissa le choix aux scientifiques ayant participé au projet. Soit être jugé comme criminel de guerre et pendu, soit collaborer. Tout comme il récupéra les criminels nazis après Nuremberg. D'ailleurs, lors de l'équivalent du procès de Nuremberg qui se tint au Japon, aucun officier responsable du projet de l'unité 731 ne figura parmi les accusés. Les mots « guerre bactériologique » ne furent même pas prononcés. Mais les États-Unis se mirent à développer un programme d'armes bactériologiques sous la responsabilité de Bill Patrick. Interviewé dans le documentaire, ce dernier confirme l'apparition de l'aérobiologie, raccourci de Jean-Pierre Petit pour décrire l'art et la manière d'épandre des bactéries par avion en exploitant au mieux les conditions météorologiques et l'existence d'essais sur différentes espèces animales dont 2000 singes. Bill Patrick précise que des essais furent réalisés dans le Pacifique, mais que, comme ceux-ci sont encore couverts par le secret défense, il ne peut en parler. En 1958, un essai réel de dissémination est mené sur des villes américaines, New York et San Francisco, à l'aide d'agents non pathogènes, afin, paraît-il, de valider la technique de dissémination par aérosol. Il est vraisemblable, et Jean-Pierre Petit s'en dit lui-même aussi convaincu, que les Américains, ne connaissant pas à ce stade la dose létale de charbon pour les êtres humains, ils effectuèrent des essais discrets sur des populations des îles du Pacifique. Ajoutant: comment des gens qui purent, avec l'accord écrit d'Oppenheimer lui-même, étudier l'effet cancérigène d'injection de plutonium sur leurs propres recrues, auraient-ils pu se priver de résultats aussi intéressants? En tout cas, à la fin des années 60, les États-Unis possèdent un arsenal biologique complet comprenant des agents létaux comme l'anthrax, la toxine botulinique, des agents incapacitants, Brucella suis, staphylocoque, encéphalite, et des agents anti-récolte, germes créant des maladies du blé, de l'avoine, du riz, 3 points de suspension. Les Russes ouvrent eux aussi, dès 1952, des centres d'essais ultra secrets sur des îles de la mer d'Aral où sont testés différents agents pathogènes comme la peste, l'anthrax, le typhus. Et dans les années 60, les militaires soviétiques créent les sites de Sverdlovsk et Zagorsk pour produire ces agents pathogènes industriellement. Le 8 août 1970, le Politburo décrète un développement de l'industrie microbiologique civile. La même année est inauguré à Stepnogorsk un immense complexe regroupant les meilleurs laboratoires de recherche civile et militaire, et 3 ans plus tard, une autre entité nommée Biopréparate, créée par le Conseil scientifique et technologique de biologie moléculaire et de génétique, qui regroupe 9000 scientifiques, dont 2000 sont des spécialistes des agents pathogènes néfastes pour l'homme. D'après un transfuge passé à l'Ouest dans les années 80, ce complexe avait déjà produit 20 tonnes d'agents de la variole, 25 tonnes d'agents de la peste, plusieurs centaines de tonnes d'anthrax et cherchait à créer une arme biologique quasi parfaite en croisant génétiquement des souches particulièrement virulentes de variole et du virus Ebola. Cette entité a été dissoute en 1992, mais les services de renseignement américains soupçonnent l'armée russe de ne pas avoir abandonné ses recherches. Soit dit en passant, évidemment, les services russes ont à juste titre les mêmes soupçons sur l'armée américaine. En effet, le 25 novembre 1969, Nixon annonce que les États-Unis renoncent unilatéralement aux armes biologiques et ne garderont qu'un programme purement défensif, vaccins, sérums, antibiotiques, tout en détruisant leur stock d'agents pathogènes. Et après le traité ABM, antimissile balistique, la Convention sur les armes biologiques, CAB, a été ratifiée en 1972 par plus de 100 nations, dont les États-Unis, interdisant la mise au point, la fabrication et le stockage des armes bactériologiques et exigeant leur destruction. Enfin, le 13 janvier 1993 est signée à Paris la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, CIAC, entrée en vigueur le 29 avril 1997.
Tous les agents ou substances chimiques sont considérés comme des armes chimiques, sauf s'ils sont utilisés à des fins permises par la CIAC, c'est-à-dire dans un but industriel, agricole, de recherche, médicale, pharmaceutique et tout autre but pacifique, dans un but de protection contre les produits chimiques et les armes chimiques, dans un but militaire sans rapport avec les armes chimiques ou dans un but de maintien de l'ordre public. Autant dire qu'on la contourne comme on veut. D'ailleurs, la même année se réunissait le projet pour le nouveau siècle américain, PNAC, dont un rapport intitulé « Reconstruire les défenses de l'Amérique » annonçait, pour maintenir l'hégémonie du pays, des formes évoluées de guerre biologique capables de cibler des génotypes déterminés. Alors, je reprends cette dernière phrase. D'ailleurs, la même année se réunissait le projet pour le nouveau siècle américain, PNAC, dont un rapport intitulé « Reconstruire les défenses de l'Amérique » annonçait, pour maintenir l'hégémonie du pays, des formes évoluées de guerre biologique capables de cibler des génotypes déterminés, pourront, alors il y a des choses un peu bizarres dans ces phrases, pourront faire passer la guerre biologique du règne de la terreur à celui d'un outil politique utile. Après les attentats du 11 septembre, le Congrès s'est dépêché de voter les financements massifs que nécessitait un tel programme et de se retirer unilatéralement du traité ABM comme prévu à l'article 15, ce qui permit à l'Amérique de relancer le programme Guerre des étoiles. En fait, la guerre des microbes n'a jamais cessé. Le nouveau programme de défense biologique et chimique, PDBC, publié en mai 2004, fait travailler plus de 300 instituts et 12 000 personnes sur les agents pathogènes en lien avec la guerre biologique. Selon un rapport du Washington Post d'août 2005, le Pentagone a développé ses premiers plans pour des opérations visant à imposer la loi martiale dans le pays tout entier. Les plans sont de grande envergure. Les scénarios envisagés vont de la basse intensité, avec des missions modestes de contrôle des foules, à une intensité élevée, avec la gestion totale de désastres à grande échelle après des attentats, tels que les missions d'un agent biologique. En 2007, le rapport annuel du Pentagone atteste qu'il prépare des essais d'armes chimiques et biologiques à ciel ouvert en violation des conventions internationales, révèle le professeur Francis A. Boyle, expert au Conseil pour une génétique responsable et rédacteur de la loi de mise en application de la CAB. Les essais en plein air incluent la dispersion aérienne des agents létaux afin d'étudier leur efficacité et pour juger de leur capacité à infecter et à tuer lors des essais sur le terrain. L'armée a déclaré à l'Associated Press que les recherches sont toutes conduites à des fins défensives contre les menaces biologiques, mais le fait que les scientifiques du gouvernement créent de nouvelles souches d'agents pathogènes pour lesquelles il n'existe pas de remède connu et dont certaines proviennent de modifications génétiques ne plaide pas en faveur de cette explication, fait remarquer Richard Novick, professeur de microbiologie à l'Université de New York. Ont déjà été réalisées l'association combinant la toxine hémolytique du bacille cereus et une souche modifiée de Bacillus anthracis pour vaccin, le croisement de la variole et du virus Ebola, l'association du virus de la grippe et de la toxine de cobra, le pox virus modifié génétiquement, le mariage des virus de la variole et d'une encéphalite, le cocktail entérotoxine B, Staphylococcus et encéphalite équine du Venezuela. Tous ces cocktails plus ou moins mortels de germes et de toxines ont fait dire au prix Nobel Lederberg que le danger de ces agents était supérieur à celui de la bombe H. Des avions peuvent facilement pulvériser un ou plusieurs agents bactériologiques sur des milliers de kilomètres en quelques heures et déclencher une hécatombe sans que nous ayons la moindre chance de le savoir. On sait aussi que les recherches médicales sur les séquences ADN permettent maintenant de développer des produits agissants par rapport au code génétique d'une personne ou commun à une ethnie, donc de cibler un groupe humain spécifique. Ce n'est bien sûr pas un hasard si les services de renseignement du monde entier s'intéressent aux savants qui travaillent sur l'ADN et le décodage du génome humain. L'inquiétude ressort aujourd'hui avec les informations qui filtrent des laboratoires de classe P4 sur les croisements de deux virus, faisant que les gens touchés développent les symptômes de l'un et meurent des effets invisibles du deuxième. Exemple, on tousse, on a le nez qui coule, on est soigné pour une grippe, et on meurt du choléra que personne n'a diagnostiqué. Alors, voyons voir vos messages, les amis. C'est vrai que c'est un ouvrage
il faut bien le reconnaître, assez terrifiant quand on voit ce que certains humains sont capables de faire à d'autres humains. Avant d'aller sur la suite, je reviens à vos messages. Ben, vous êtes une vingtaine de personnes, c'est merveilleux les amis. Bravo à votre envie de savoir, votre curiosité et bien d'autres qualités encore. Alors, si je suis en retard, ben, on n'est pas à l'école, il faut le rappeler, donc chacun vient comme il le peut. Bonsoir Rachel, bonsoir Aline, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Martine, ah oui, Martine, Anne, bonsoir à toi. Bonsoir Denis. N'oubliez pas les pouces bleus, les amis. Merci de veiller au grain, Laetitia, c'est merveilleux. Bon, je comprends pas les enfants peu impactés par le corona bistouille, gardés à la maison par papy, mamie ultra sensible. C'est vrai que c'est des questions voilà, qui nous laissent dans des formes de questions sans réponse. On va dire quand papa, maman travaillent, l'État et les mairies vont mettre en place des mini-crèches. Ça j'ai passé ça quelque part. Ah, ok, les écoles deviennent des crèches. Injonction contradictoire, nous dit Laetitia. Ne faudrait-il pas plutôt isoler nos aînés 3-4 semaines? Je sais pas. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le coronavirus est donc tout simplement une suite de leur magouille d'une arme biologique. Ça semble, en tout cas, dans ce cadre de lecture, assez plausible. Je m'entraîne à marcher sur les mains, nous dit Sam. Il y a 3 semaines, j'ai eu la grippe ou le rhume ou le corona, va savoir. Eh bien, je ne suis pas allé voir mes parents, je ne suis pas trop sorti pour éviter de contaminer. Bonsoir BHD. Bonsoir Dark Vador. Merveilleux. Et oui, comme dit petite Marguerite, comme c'est d'actualité. Ben oui, on ne peut pas s'empêcher évidemment de faire des rapprochements avec notre situation actuelle. Très intéressant et effrayant. Bah oui, il semblerait bien que dans la destruction d'autres humains, la folie de l'humain n'est pas de limite. C'est quand même assez incroyable. Ça nous dépasse tous les jours. Et évidemment, on n'arrive pas à s'organiser pour mettre fin aux actions de ces terribles criminels. Ça, c'est quand même assez embêtant. Alors, ma foi, bien malin qui peut avoir des réponses à toutes ces questions. Alors, on va aborder en grand B, je vous remets un instant. En tout cas, merci de vous y intéresser. C'est ça l'essentiel pour l'instant. Je pense qu'à force de couper et de recouper nos informations, on va petit à petit être mieux formé, en tout cas je l'espère. Et donc vous voyez, là on va aborder pour cette émission numéro 5, en grand B, les preuves qui les accablent. Pourquoi nous dirait-il la vérité aujourd'hui plus qu'hier? Et puis les patentes. Donc on a encore pas mal d'avancées de lecture sur ce livre. Alors je remets le focus sur ce parti grand B. Le voici, et donc les preuves qui les accablent. Pourquoi nous dirait-il la vérité aujourd'hui plus qu'hier? Alors que les autorités américaines ont tout nié en bloc pendant des décennies, traitant les gens qui les accusaient d'hurluberlus conspirationnistes, on a maintenant les preuves, grâce aux documents déclassifiés des armées américaines et canadiennes, que tous ces gens ne rêvaient pas. Plusieurs séries de tests ont précédé l'opération Large Area Coverage, LAC, pour, comme son nom l'indique, prouver qu'il était possible de couvrir de larges zones d'épandage, et cela dans l'ignorance totale des populations concernées. En 1950, l'US Navy pulvérise des bactéries sur la baie de San Francisco pour déterminer, dans une expérience grandeur nature, à quel point une ville américaine pourrait être affectée par une attaque biologique et s'il était possible d'attaquer une ville portuaire avec des aérosols d'agents biologiques à partir d'un bateau situé au large. Des appareils de surveillance sont installés à travers la ville pour évaluer l'étendue de l'infection. De nombreux habitants se plaignent de symptômes semblables à ceux de pneumonie. En 1951, pendant une semaine, un village du Gard, Pont-Saint-Esprit, a été pris de folie et d'hallucination.
Au moins 5 morts, plus de 30 personnes hospitalisées et près de 300 malades. Très rapidement, on accuse la maladie de l'ergot de seigle, répandue par le pain du meilleur boulanger du bourg, maladie qui avait pourtant disparu de France depuis le XVIIIe siècle. Mais dans un livre publié aux États-Unis fin 2009, le journaliste Hank Albarelli affirme avoir percé incidemment le mystère. La crise de folie qu'a connue Pont-Saint-Esprit viendrait d'une expérience secrète sur les effets du LSD menée conjointement par l'armée américaine et la CIA. En 1952, l'armée de l'air britannique procède à l'opération Cumulus, sorte de répétition pour modifier la météo à leur avantage en situation de guerre. La BBC a révélé en 2001 que l'inondation soudaine qui dévasta en 1952 la petite ville de Lynmouth, faisant 34 morts, était due à cette expérience. Mais malgré les preuves apportées par la BBC, le gouvernement nia sa responsabilité et refusa l'ouverture d'une enquête officielle. À la même époque ont lieu les 5 essais de l'opération DEW, qui apporte la conclusion que des nuages d'aérosols disséminés à partir du sol sous certaines conditions météorologiques pouvaient parcourir des centaines de milles et couvrir un territoire important. En 1953, une série de 36 tests, certains aériens, d'autres à partir de générateurs placés sur le toit des voitures, le Saint-Jean Programme, est effectué sur les habitants de Winnipeg au Canada, de Saint-Louis et de Minneapolis, tandis que les responsables américains, y compris la CIA, mentent aux responsables locaux sur la véritable nature des tests. On leur disait déployer des écrans de fumée pour que leurs villes disparaissent des radars ennemis. En fait, il s'agissait d'épandre des tonnes de sulfure de cadmium de zinc dans l'atmosphère pour déterminer à quel pourcentage de la population il est possible d'infliger chimiquement le cancer. Les mêmes expériences ont été conduites peu après de l'Ohio au Texas et du Michigan au Kansas. La même année, des expériences menées conjointement par l'armée et la CIA exposent des dizaines de milliers de personnes à New York et San Francisco à des germes répandus par avion, dont Serratia marquesans et Bacillus globigii. En 1955, la CIA disperse au-dessus de Tampa Bay, en Floride, une bactérie issue des laboratoires militaires d'armes biologiques pour tester sa capacité à infecter les populations humaines avec des agents biologiques. L'armée a aussi reconnu avoir épandu sur le Minnesota de 1953 au milieu des années 60. L'armée a aussi reconnu avoir épandu sur le Minnesota de 1953 au milieu des années 60. Et le corps chimique de l'armée a conduit en 1957 et 1958 l'opération LAC avec un C-119, avion prêté par l'US Air Force, toujours pour épandre du sulfate de cadmium de zinc sur les États-Unis. Des stations au sol ont récupéré les particules fluorescentes. C'est ainsi que l'armée a pu voir que les substances pouvaient atterrir jusqu'à 1200 miles de leur point de largage. On a aussi connaissance des opérations Devil Hole 1 and 2, en 1965, menée à Gersloll River, près de Fort Greely, en Alaska, dans le but de déterminer le comportement des agents chimiques lorsque détonés par de l'artillerie ou par des missiles. La première partie sera menée au sarin, la seconde au gaz VX, et du projet West Side du gouvernement américain qui a eu lieu dans les prairies canadiennes, où ont été largués un agent biologique, Bacillus globigii, et un chimique, le sulfure de cadmium de zinc, les deux considérés comme pathogènes pour les populations, bien qu'une étude menée ensuite par le Comité national de recherche américain ait confirmé que ces tests chimiques ne sont pas dangereux pour les humains. On s'en serait douté. En 1967, l'opération Popeye est menée par l'armée américaine au-dessus du Vietnam du Nord afin de créer des inondations sur le territoire et de couper l'approvisionnement de l'ennemi. Les Américains reconnaissent maintenant avoir dépensé 12 millions de dollars sur 5 ans pour ensemencer les nuages d'iodure d'argent afin d'intensifier et de prolonger les moussons saisonnières au Laos et ainsi rendre difficilement praticable la piste Ho Chi Minh aux camions de ravitaillement du Vietnam du Nord destinés à alimenter et à armer le Viet Cong au sud. De 1967 à 1972, à chaque saison de pluie, l'escadron 54 de reconnaissance météo en charge de cette opération a mené plus de 2700 missions de dispersion d'iodure d'argent. L'armée réussit à garder cette opération secrète jusqu'en 1971. Elle donna finalement lieu à une audition devant le Congrès en 1974.
et l'agent orange, 400 kg de dioxine ont été déversés sur ce pays entre 1962 et 1971, alors que la dissolution de 80 grammes à peine dans un réseau d'eau potable suffirait à anéantir une ville de 8 millions d'habitants. Personne n'avait prévenu les GI ni la population vietnamienne des effets abominables de cette substance. En 1968, un autre projet appelé Rapid TAN, bronzage rapide, mené cette fois conjointement par les forces canadiennes et l'armée britannique, consistait à épandre 2 toxines nerveuses dérivées du sarin, le tabun et le seman. Le mélange chimique a été placé dans des munitions d'artillerie de canon Howitzer, ensuite détoné et pulvérisé à partir d'avions près de la base des forces armées canadiennes de Suffield en Alberta. En 1969, le projet DTC 69-12 a lieu à Edgewood, aux États-Unis. On sait peu de choses sur ces tests, si ce n'est qu'ils consistaient en épandage de 9 agents nerveux, dont les très dangereux gaz sarin et VX. Et combien d'autres, sans doute, pour lesquels rien n'a transpiré, sauf l'angoisse des populations à qui il est toujours répondu qu'elles rêvent, que rien de cette sorte n'est possible, comme dans les cas ci-dessus, maintenant reconnus. En mai 2000, Vince Gonzalez, un journaliste de CBS News, a été le premier à parler de plus de 100 tests secrets menés dans la guerre froide, avec 5842 soldats et marins, cobayes involontaires pour déterminer les effets d'armes biologiques et chimiques dans les combats. Un nombre incalculable de civils ont été exposés à leur insu. Mais malgré les demandes répétées de plusieurs journalistes indépendants américains d'avoir accès à certains documents gouvernementaux classés secret défense, le Pentagone a refusé d'ouvrir ses archives. Ce n'est qu'en 2004, en réponse aux questions de l'Associated Press, suite à la déposition d'un ancien militaire, Clifton Spendlove, qui a planifié et supervisé les tests, et à la pression des vétérans et de leurs avocats, qu'ils obtinrent gain de cause. Les révélations de Spendlove ont été corroborées par La Chapelle, un commandant de la marine aujourd'hui à la retraite en charge de l'exécution des tests d'un projet similaire appelé SHAD, S-H-A-D, de 1964 à 1970. Le gouvernement américain n'avait plus le choix et a finalement divulgué des informations sur cette liste d'essais menés sans aucun état d'âme dans les années 60. Le 28 avril 1997, Cuba a déposé une plainte officielle à l'Assemblée générale des Nations unies qui accusait les États-Unis d'effectuer des épandages d'agents biologiques au-dessus du sol cubain. Un pilote cubain ayant été témoin d'un épandage de substances inconnues prenant la forme d'un brouillard blanchâtre grisâtre, le département d'État américain a admis qu'un avion d'épandage léger S-2R avait survolé Cuba mais n'avait émis que de la fumée, de façon à établir un contact visuel conformément aux procédures de sécurité officielles, n'étant pas certain que le pilote cubain l'avait vu. L'ennui, c'est qu'aucun des avions connus pour effectuer des vols au-dessus du territoire cubain, qu'ils soient commerciaux ou privés, ne possède de générateurs de fumée généralement réservés aux escadrons acrobatiques. Et le 31 mai 1999, une poursuite de 181 milliards de dollars a été entamée par la Cour civile provinciale de La Havane, accusant le gouvernement américain de génocide. Le projet 112 comprenait plus d'une centaine de tests différents, conduits entre 1962 et 1973, dont quelques-uns seulement de ceux mentionnés plus haut faisaient partie. Mais de nombreux autres ont eu lieu en Alaska, au Maryland, à Hawaï, au Canada, à bord de bateaux dans l'Atlantique Nord et l'océan Pacifique. En Angleterre aussi, le journal The Guardian du 21 avril 2002 révélait l'existence d'un rapport du gouvernement qui confirmait pour la première fois que des essais d'armes biologiques et chimiques avaient été effectués entre 1940 et 1979 sans que le public en ait été informé, faisant d'une large part du territoire un laboratoire géant. Les tests conduits par des scientifiques à Porton Down devaient servir à évaluer la vulnérabilité du pays si les Russes décidaient de larguer des nuages de germes mortels. Le rapport de 60 pages donnait aussi des précisions sur plus de 100 expérimentations tenues secrètes, sur la façon dont le personnel militaire était briefé pour répondre aux curieux qu'il s'agissait de tests sur la pollution de l'air. Un chapitre intitulé « Les essais de particules fluorescentes » révèle comment, entre 1955 et 1963, des avions ont épandu du nord-est de l'Angleterre jusqu'aux extrémités de la Cornouaille des montagnes de sulfure de cadmium de zinc sur les populations. On sait que ces produits ont dérivé sur plusieurs miles à l'intérieur des terres, leur fluorescence permettant de les suivre. Bien sûr, le gouvernement affirme là aussi que le cadmium ne présente pas de danger, comme chaque fois que ce n'est pas vrai.
Il est d'ailleurs reconnu par l'Agence de recherche contre le cancer comme une cause de cancer du poumon et il était classé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale dans les armes chimiques. Dans un autre chapitre, Large Area Coverage Trials, essai de couverture de vaste étendue, on apprend qu'entre 1961 et 1968, plus d'1 million de personnes le long des côtes du sud de l'Angleterre ont été exposées à des bactéries dont Escherichia coli et Bacillus globigii qui imitent l'anthrax. On y découvre aussi les détails du plan DICE mené entre 1971 et 1975 par des scientifiques militaires anglais et américains qui ont pulvérisé dans l'air des quantités massives de la bactérie Serratia marcescens. La même bactérie a été épandue dans les essais sabotage entre 1952 et 1964 pour déterminer la vulnérabilité des transports publics et des immeubles gouvernementaux. En 1957, elle a même été diffusée dans le métro londonien à l'heure du déjeuner entre les stations Collier Woods et Tooting Broadway. Bien que les autorités nient toute relation de cause à effet, beaucoup de gens qui vivaient dans les zones touchées viennent de comprendre pourquoi, au sein de leur petite communauté, il y a eu tant de fausses couches d'enfants nés avec des problèmes inexpliqués, comme des paralysies cérébrales et des difficultés à apprendre. Le rapport confirme aussi l'usage d'anthrax et autres germes mortels vaporisés à partir de bateaux dans les Caraïbes et les expérimentations d'anthrax sur l'île Gruinard, au large des côtes écossaises, qui ont laissé l'île si contaminée qu'elle n'a pu être habité jusqu'en 1980. Les gouvernements successifs ont essayé de garder secrets tous les essais de guerre bactériologiques effectués depuis la Deuxième Guerre mondiale et le document lui-même justifie avoir utilisé des populations civiles comme cobayes sans leur consentement par des considérations de sécurité-défense et par le besoin de ne pas inquiéter les gens avec l'idée de possibles attaques biologiques. Ben voyons. Autrement dit, pour nous préserver de la peur de subir un jour une éventuelle attaque bactériologique d'un hypothétique ennemi, nos dirigeants trouvent normal de balancer les poisons sur nous quand nous ne risquons rien, de nous rendre malades volontairement et de compter les victimes. Mais on ne devrait pas s'en inquiéter puisque Sue Ellison, la porte-parole de Porton Down, affirme, comme toujours dans ces cas-là, des rapports indépendants d'éminents spécialistes ont montré que ces essais étaient sans danger pour la santé publique et conduits pour protéger les populations. Les résultats de ces tests permettront de sauver des vies si le pays où nos forces doivent faire face à une attaque aux armes biologiques ou chimiques. Est-ce qu'elle réciterait sa leçon sans plus d'émotion si ses enfants étaient en dessous? C'est la question que l'on se pose. Mais quand on lui demande si la même chose pourrait se passer aujourd'hui, elle répond « Il n'est pas dans notre ligne de conduite de discuter de recherche en cours. » Point d'exclamation. Ça a le mérite d'être clair. On sait maintenant avec certitude que ces avantages ont été faits, que ces programmes ont existé et que ces gouvernements que l'on croit élire pour nous protéger n'ont pas hésité à tester des poisons sur leurs propres citoyens, militaires et civils, ou à donner leur feu vert pour que d'autres le fassent, sans prévenir les populations. Tandis qu'ils aspergeaient les gens, pendant des décennies, les experts et les autorités ont expliqué à ces derniers que les traces dans le ciel étaient absolument normales. Ils ont menti en nous regardant droit dans les yeux, niant tout et à tous en bloc des dizaines de fois, d'un bout à l'autre du monde, conseillant avec dédain à tous ces illuminés, ces complotistes qui prétendent observer des choses anormales dans le ciel, d'aller se faire soigner. Et il faudrait croire qu'ils nous disent la vérité sur ce qui se passe aujourd'hui, qu'ils seraient incapables de nous faire ça, que si c'était vrai, on vous le dirait à la télé. La seule chose qui change avec le temps est le prétexte dont ils se servent pour nous faire avaler les couleuvres. De la guerre froide à la lutte contre le terrorisme, au réchauffement climatique, tout ça est du pipeau. Au moment où la manipulation climatique est sans aucun doute devenue l'arme la plus redoutable avec toutes ses applications dans le domaine de la défense, mais aussi dans la guerre économique que se livrent les États et les puissants cartels qu'ils hébergent, et dans le contrôle qu'ils ont besoin d'exercer sur les populations pour parvenir à l'avènement de ce nouvel ordre mondial si cher aux esprits malades des maîtres du monde, on sent bien que l'étau se resserre de plus en plus vite et que la vraie guerre qui est en cours, c'est eux ou nous. Et ils peuvent bien continuer de nier ce qu'ils veulent, ils se trahissent toujours en voulant protéger leurs investissements. Voilà ce long paragraphe les amis, donc avant de passer à celui qui s'intitule « Les patentes », on regarde si ça fait toujours partie, oui ça fait partie de notre programme du jour. Donc avant de passer aux patentes, eh bien je reviens à vous. Je vois qu'il y a un pouce en bas, petite Marguerite surveille ce qui se passe. Alors, un message qui a été
Voilà, Martine Anne, oui, nous confiner, faire peur pour déstabiliser, foutre l'économie en l'air, créer une psychose mondiale et après installer leur nom. Attali l'avait dit, si les crises économiques. Alors je remonte. Sam nous fait de l'humour. Phase 2, la science découvre que le corona bistouille a une origine alimentaire, ne consommez plus rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'affaiblir l'ennemi par la maladie. Dans les guerres anciennes, ils envoyaient des malades contaminants et les attaquaient après. Moi, j'ai pensé de suite à une guerre bactériologie. Pensez-vous qu'on est concerné? La réaction paniquée du rayon en mode « je remplis plus ». Il y a 3 semaines, j'ai eu la grippe ou le rhume, va savoir. Donc là, on en était ici tout à l'heure. Très intéressant et effrayant, nous disait Martine Anne. Tout à fait. C'est bien le problème, c'est de garder les yeux ouverts sans s'effrayer. Sinon, ça va encore nous affaiblir plus. Donc, on est face à une sorte de paradoxe. Moi, j'ai pensé de suite à une guerre bactériologique. Pensez-vous qu'on est concerné? Moi, en tout cas, je n'élimine pas cette possibilité. Pour ne pas dire plus, que ça y ressemble fortement. Seulement avant d'avoir la vérité, il faudra 20-30 ans si ça continue au même rythme qu'avant. Et d'ici là, nous aurons sans doute oublié. Oui, c'est certain, dit Nelly à Martine, qui se pose la question de la guerre bactériologique. Martine Anne, moi aussi, il y a une grande manipulation médiatique. Phase 2, la science découvre. Donc voilà. Sam, devenons pranique. Ouais, c'est vrai, ne praniquez pas. Je fais de l'humour, mais bon. Manipulation médiatique pour nous faire plus peur que nécessaire afin de nous parquer. Ça aussi, tout à fait plausible, me semble-t-il, tellement concentré. J'avais pas vu ton jeu de mots. Oui, nous confiner, faire peur pour déstabiliser, foutre l'économie en l'air, créer une psychose mondiale. Moi, c'est ça qui me gave le plus. Mais enfin bon, punaise, je vois qu'il y a un pouce en bas. Ne suffise pas, nous créerons une pandémie. Petite Marguerite, pouce en bas, punaise, battons-nous. Je fais pas dire. J'ai eu un bug, j'ai dû relancer. C'est pour ça que je l'ai vu, Laetitia. Je pense que ce corona est une aubaine, tout va ralentir, c'est ce qu'on veut, non, on va peut-être enfin pouvoir passer à autre chose plutôt que penser au non. Nouvel ordre mondial, pensons à ce qu'on veut créer nous. Je crois que l'oligarchie se précipite avant sa perte. Là, on est en plein dedans. D'ici là, on sucrera les fraises, nous dit petite Marguerite. Alors, j'avoue que j'ai pas vraiment... on ne peut être, c'est ça qu'il faut bien comprendre, que sur des suppositions, mais c'est bien néanmoins de supposer, à mon avis. Alors, ceci étant, ça résonne effectivement très fort avec le bouquin qu'on est en train de lire. Donc, voilà. Et si l'un était la réponse à l'autre, point d'interrogation. Donc on va aborder comme dernier paragraphe pour ce qui est du livre de Claire Sévrac, on va aborder les patentes. Alors Denis nous dit NBC, nucléaire, biologique, chimique. Alors tu tousses d'ici, on est en plein dedans. C'est bien le problème, tous ceux qui peuvent avoir des petits rhumes ou autres, plutôt que de voir ça comme les rhumes habituels de l'hiver, on est tenté de les relier à leur saloperie là. Donc voilà, ce qui n'est pas une très bonne idée à mon avis. Voilà, donc j'espère que vous vous êtes procuré les huiles essentielles qui vont bien, à savoir laurier noble, citron, titri, ça n'est qu'un certain nombre parmi d'autres, mais bon, ils ont fait leurs preuves, éventuellement Ravinsara, Eucalyptus radiata, Niaouli, avec ça vous pouvez déjà faire pas mal de choses,
plus l'argent colloïdal. Donc il y a déjà pas mal de choses possibles à faire avec tout ça, les amis. Bon, en tout cas, on voit bien que malgré nous, on est immergé de toutes ces infos anxiogènes. Donc, c'est la raison pour laquelle ces lectures sont des ersatz de paix. Et que je me pose la question d'ailleurs d'animer quotidiennement une émission un peu en contrepoint de tout ce climat anxiogène sur la paix intérieure, parce que évidemment l'agitation mentale ne va pas nous aider. Donc voilà, en attendant, on va continuer notre lecture. Les patentes. Donc ce qui caractérise, il faudrait que je vous remette la caméra, voilà, ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des moyens et la confusion des fins, nous dit Albert Einstein. Il suffit de consulter les archives de l'US Patent and Trademark Office, bureau américain de dépôt des brevets et des marques de commerce, pour se rendre compte que toutes les catastrophes qui nous arrivent ne sont pas dues au hasard, et que les chemtrails ne sont pas une hallucination collective, mais bien les manifestations visibles d'actions que l'on persiste à nous cacher. Sinon, pourquoi y aurait-il eu tant d'inventions et de brevets déposés ces dernières décennies se rapportant aux épandages aériens? En vrac, pour ne pas les décrire tous. Procédé pour la production de nuages ou brouillards artificiels intenses en vaporisant des chlorures. Appareil pour disséminer des matériaux en poudre à partir d'avions. Méthode pour provoquer les précipitations. Moyen de communiquer à travers une couche de gaz ionisé. Appareil d'ensemencement de nuages adapté à la production de cristaux d'iode d'argent à disperser dans les nuages pour induire la pluie. Appareil et méthode pour produire dans la couche d'ozone un nuage artificiel d'ions ayant une densité d'électrons suffisante pour refléter les ondes électromagnétiques, installé sur un véhicule traversant la stratosphère. Ensemencement des nuages par un véhicule fusée. Dispositif pour disséminer par des techniques d'épandage des agents chimiques biologiquement actifs tels que pesticides, régulateurs de croissance. Méthode et appareillage pour déclencher un changement substantiel dans les caractéristiques terrestres. En 1958, le capitaine Howard T. Orville, conseiller en chef à la Maison-Blanche, reconnaissait concernant les modifications climatiques que l'armée étudiait les façons de manipuler les charges de la Terre et du ciel pour influer sur le climat grâce à des rayons électroniques pour ioniser et désioniser l'atmosphère. Le professeur Gordon J. F. MacDonald, du comité de conseil en sciences du président, en 1966, écrivait un chapitre du livre de Nigel Calder, Unless Peace Comes, intitulé How to Wreck the Environment, comment détruire l'environnement. Il y décrivait les applications militaires de la modification du climat, les techniques pour épuiser la couche d'ozone au-dessus de l'ennemi, produire des tremblements de terre, actionner les vagues des océans et se servir des champs magnétiques terrestres pour manipuler les ondes du cerveau humain. Rien que ça. Choquantes aussi sont les auditions du sous-comité sur les océans et l'environnement international qui enquêtait au début des années 70 sur la recherche militaire et trouva les plans détaillés pour créer des raz-de-marée à partir de l'utilisation coordonnée d'armes nucléaires. Comme par hasard, la reprise de la guerre froide pendant les années Reagan produisit une flopée d'inventions autour de la modification climatique. Déjà, un brevet d'août 1982, numéro 434-72-84, officiellement pour refroidir la Terre, ébauchait des plans pour produire un matériau couvert d'une couche blanche capable de réfléchir les rayons ultraviolets du Soleil. De nombreux autres brevets furent déposés pendant cette période, comme celui figurant sous le numéro 441-26-54, enregistré en novembre 1983, tendant à perfectionner la vaporisation aérienne de liquide. La méthode décrivait l'utilisation d'un carénage avec une fente sur le bord pour offrir une zone abritée dans l'aile de l'avion dans lequel serait introduit le liquide à pulvériser. Et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, un brevet déposé en juillet 1986 détaillait un mécanisme fourni pour libérer du propane liquide d'une fusée pour ensemencer les nuages. Un autre, en août 1990, sous le numéro 494-80-50, décrivait l'usage d'un générateur dont les commandes seraient couplées à celles de l'avion pulvérisateur.
En 1991, deux chercheurs américains d'origine chinoise, David Chang Hughes et Yifu Shi, qui travaillaient au laboratoire national de Lawrence Livermore en Californie, ont inventé l'ensemencement stratosphérique Welsh-Bach pour la réduction du réchauffement climatique. Le propriétaire exploitant du brevet est le géant de la technologie spatiale Hughes Aircraft à Los Angeles. Les chercheurs y préconisaient l'épandage dans la stratosphère de ce que l'on a appelé les particules Welsh-Bach par le biais d'une substance porteuse. Ces particules sont des oxydes de métal qui convertissent la chaleur empêchée par les gaz à effet de serre de s'échapper de l'atmosphère de la Terre en ondes infrarouges. Ces ondes sont alors retournées vers l'espace, créant le refroidissement recherché. Les particules décrites dans le brevet doivent être ajoutées au carburant de l'avion de façon à être expulsées des moteurs pendant la combustion. Ces substances en question sont le plus souvent de minuscules particules d'oxyde d'aluminium et des sels de barium qui deviennent visibles dans le ciel sous la forme de filaments blancs. Ce qui rend crédibles les observations et les craintes de milliers de gens de par le monde. Les rayons entrants du soleil sont eux aussi diffractés par la poudre d'aluminium et envoyés vers le ciel. En lisant le brevet jusqu'au bout, on tombe en plus de cela sur deux petites phrases qui ont une réelle importance aujourd'hui. Les autorités commençant par endroits à avouer l'emploi de la géo-ingénierie sous prétexte de lutter contre le réchauffement climatique. La première dit que, ouvrez les guillemets, l'emploi de cette méthode peut engendrer une augmentation du réchauffement climatique, et la deuxième, tout à la fin, dit qu'une fois que la saturation de la cible a été atteinte, les particules ainsi larguées dans l'atmosphère gardent leur efficacité pendant 1 an. Rien d'étonnant donc, et tout aussi incriminant dans l'histoire des chemtrails, à ce qu'en 1992, un brevet d'éjecteur de fluide pour décharger des gaz et des fluides d'un avion, espacer la surface extérieure de l'avion par un mât, soit enregistré. Ce système, permettant que les produits se répandent dans l'axe exact de la condensation des moteurs, ce qui rend volontairement plus difficile l'identification des épandages. On sait depuis toujours que les Français ont la particularité d'inventer des trucs géniaux qui ne servent à rien, méprisant souvent toute créativité assujettie à l'idée de profit, alors que les Américains, eux, ne cherchent que ce dont l'industrie a un besoin urgent pour faire avancer les choses et qu'ils pourront vendre à prix d'or. Il est donc difficile de croire qu'ils aient pu s'escrimer à faire autant de recherches dans un domaine où il n'y aurait pas d'application immédiate. L'éclatement de l'Union soviétique dans les années 90 apporta d'ailleurs la preuve que toutes ces découvertes de part et d'autre n'étaient pas restées virtuelles. The New York Times rapportait le 24 septembre 1992 qu'une société russe vendait ouvertement des équipements électroniques pour manipuler le climat, notant que certains fermiers russes s'en servaient pour obtenir un meilleur rendement de leurs récoltes. Tout comme certaines associations d'agriculteurs en France notamment, possèdent des canons à grêle qui permettent d'envoyer dans les airs de l'iodure d'argent qui empêche les grêlons de se former. Un peu plus tard, The Wall Street Journal écrivait que la compagnie russe Elat Intelligence Technology Incorporation vendait le même genre d'équipement avec le slogan « Weather made to order ». Il citait Igor Pirogov qui affirmait que l'ouragan Andrew et ses 17 milliards de dollars de dommages auraient pu être transformés en petites bourrasques par sa compagnie. La Malaisie combat le brouillard avec des cyclones était l'un des titres à la une du Wall Street Journal le 13 novembre 1997, expliquant « Le plan requiert l'utilisation d'une nouvelle technologie russe pour créer les cyclones et causer des pluies torrentielles qui dispersent le brouillard de l'atmosphère. » Ce n'est bien sûr pas un hasard si les communications sur la géo-ingénierie se retrouvent le plus souvent dans le Wall Street Journal. Mais c'est on ne peut plus inquiétant de voir le changement climatique coté en bourse. Et bien voilà pour aujourd'hui. Ça nous laisse bien évidemment pantois, on ne peut pas dire autrement. Donc on vient de traiter ce chapitre sur les patentes et puis demain, on va voir les législations et les traités. Comme vous voyez, ça fait déjà une bonne dose pour aujourd'hui de cet ouvrage. On va se laisser la digérer. Et puis, on va revenir à notre deuxième ouvrage après la lecture de vos messages sur le chat. Donc, dernière sommation de David Dufresne. Alors, il y a des blocages avec les chiffres, Laetitia. Ta maman était prof de maths, d'accord? L'enfer est pavé de bonnes intentions, nous dit BHD.
Désolé pour le bruit dans le micro. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vivre si la technologie était utilisée à bon escient et les ressources partagées? Je te le fais pas dire, petite Marguerite. Sans doute, rien qu'à l'aéroport de Paris, j'avais une montée de chaleur au front, nous dit Shando. C'est vrai, c'est une approximation de toute façon. Qui a compté le nombre d'humains sur Terre? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Shando? Faut que je remonte un peu plus haut, parce que là, si je prends tout à l'envers, ça va pas aider. Alors, on en était resté en sucrera les fraises. Ben alors, tu tousses. Je sais pas exactement à qui ça s'adresse. Oui, Sam, je tousse à petite Marguerite apparemment et je pète pour couvrir le bruit, contrairement aux usages. Pensez-vous que les États sont d'accord entre eux pour le coronavirus? Si quelqu'un a la réponse. En tout cas, on a des suspicions plus que fortes quand on lit tout ça. Après les élections, l'épidémie va augmenter pour calmer les peuples qui ouvrent les yeux. Le problème, c'est que cette oligarchie a placé ses pions à la tête de tous les États. Où trouve-t-il qu'on est trop nombreux sur Terre? Martinane, je pense que les États sont dirigés par les États profonds et j'ai le sentiment qu'il y a 2 voire plusieurs clans qui s'affrontent. Je ne comprends pas pourquoi toutes ces mesures ne sont pas pires en période de grippe. Toutes ces mesures ne sont pas pires en période de grippe. C'est un virus pourtant mondial aussi. Nous dit Shando. On est trop pour qu'ils puissent nous manipuler efficacement, mais en vrai, on n'est pas trop. Forte mobilisation médiatique et comme d'habitude, on ne parle pas d'autre chose en attendant, tout à fait. Arrêtez de porter les masques de chirurgien, ça ne sert à rien si ce n'est d'éviter de postillonner en parlant. Plutôt d'accord avec ça pour ce qui me concerne. Chacun y va de ses suppositions. Mais bon, avec l'intelligence artificielle et la robotique, qu'ils n'auront plus besoin d'autant d'esclaves, vont pas nous payer à ne rien faire, faut pas rêver. Je ne sais pas non plus, la grippe tue beaucoup aussi, et si vous regardez les chiffres des décès de cancer, c'est beaucoup plus que la grippe. J'ai raté 2 semaines d'infos médiatiques françaises, ce soir j'ai été servi. Ah bah ça j'en doute pas. Faut filtrer, je vous rappelle l'importance de filtrer. Fermeture des écoles et tutti quanti, ça fera des vacances aux petits. Ouais, moi à leurs parents sans doute. Tu vas faire une indigestion ce soir. Qui a compté le nombre d'humains sur la Terre? Google. Sam, c'est vrai, c'est une approximation de toute façon. Sans doute rien qu'à l'aéroport de Paris, il y avait une montée de chaleur au front. Faut arrêter la psychose, tout à fait d'accord. Qu'est-ce que t'attends, punaise? Laetitia, qu'est-ce que t'attends, punaise? Petite Marguerite, on doit croire. Sam, j'ai un blocage avec les chiffres, c'est toujours le même vice, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vivre si la technologie était utilisée à bon escient? Harps, nous dit Denis Simonet, pourquoi on se laisse faire? Ça c'est la grande question. Mon hypothèse sans doute simpliste, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'organiser tout simplement, on n'arrive pas à communiquer, on est trop nombreux alors qu'ils sont un petit nombre, mais ça vaut ce que ça vaut. Laetitia, petite Marguerite, c'est pour ça qu'on doit faire une vraie démocratie. Ça, vous connaissez mon avis là-dessus, tout à fait. J'en sais rien, moi, pourquoi on n'est pas trop, tu sais combien on est toi? La vraie démocratie est-elle possible? C'est une grande question, les amis. Petite Marguerite, oui, à l'image de la liste citoyenne de Brest. Tout à fait. Ceci étant, il faut quand même reconnaître que ça ne va pas tout seul. On a vu le travail que ça représente et c'est vraiment du boulot. Et donc, ça a vite fait de créer des formes d'inimitié en reprochant à certains de faire plus que d'autres et vice-versa. Parce que c'est un gros boulot en fait. La Terre a suffisamment de ressources, la gestion des gros nazes, des gros coins égoïstes et psychopathes. Voilà, ceci étant, on aura beau les insulter, je pense que ça leur fait pas grand chose, donc c'est un peu là qu'on en est. Dans l'instant présent, retrouver le calme en soi et puis essayer de s'organiser. Quand je dis essayer, c'est vrai que c'est pas une mince affaire. On le constate tous les jours pour ceux qui veulent aller sur le terrain. Donc entre ceux qui sont dans le camp des faux yaka faucons et ceux qui se mouillent, on voit
évidemment l'immense fossé. Donc ça, c'est pas toujours simple. Plus évidemment les acteurs de crise, pas toujours très facile à dépister quand même, au demeurant. Voilà, on est en droit de se poser des questions sur les derniers messages de Jérôme et de Maxime Nicole, qui ont été publiés sur la chaîne Brest de Boz, mais faut quand même bien comprendre ce que ça veut dire tout ça, quoi. Si on n'est pas leader, dans certains cas, il vaut peut-être mieux se taire. Bref, on ne va pas y passer notre émission, mais c'est des questions qui se posent régulièrement. Alors, donc on arrive à la dernière sommation de David Dufresne, Liberté, Égalité, Brasier, page 77. Et on va retrouver, si j'ose dire, notre cher Dardel. Donc, Dardel s'était octroyé un moment de répit, un bain pour calmer ses jambes, trop restées assises, trop pliées, douloureuses. Il avait plongé dans l'eau brûlante en fixant le goutte à goutte du robinet. Le petit ploc qui rythmait d'ordinaire ses lectures l'agaçait cette fois. Le métronome lui rappelait les tirs de LBD, c'était le même bruit sourd, la même cadence. Ploc, ploc, ploc. C'était un samedi, jour d'acte. Dardel en avait soupé toute la journée de cette sale mélodie. Il ferma les yeux une poignée de secondes, le temps de s'imaginer reposé avant de tendre le bras pour attraper son Huawei, son nouvel ami chinois. Ce que Dardel appréciait le plus dans son dernier... Alors si je vous mettais le bouquin, ce serait peut-être pas plus mal. Voilà, hop. Donc, ce que Dardel appréciait le plus dans son dernier joujou, c'était sa manière de vibrer à chaque clic. Du doigt au cerveau, de l'homme à la machine, l'interface parfaite, le dialogue était permanent, un pouls numérique doux comme l'eau qui soulageait son corps. Les notifications avaient un petit rien de promesse vitale, une vibration sanguine. Le 8 janvier 2019 à 2h48, Nathalie S. a écrit « Monsieur Dardel, je suis la sœur de Kevin qui a pris cet après-midi un tir de flashball dans la joue. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mon frère sortait de Go-Sport à Cahors. Il n'avait rien à voir avec la manif. Kevin faisait les soldes. Nous sommes actuellement à l'hôpital. Nous attendons la fin de l'opération. Une gilet jaune qui était à côté de lui nous a donné une vidéo en nous disant qu'on pouvait vous faire confiance. La voici. Nous ne savons pas quoi faire. Pouvez-vous nous aider? Nathalie. Dans la chambre qui jouxtait sa salle de bain, Dardel entendit son plus jeune fils se retourner dans son lit. Il l'avait emmené dans son restaurant préféré pour tâcher de rattraper le temps perdu. Ça n'avait marché qu'à moitié, le petit avait bien pris un Lady Elizabeth, un cocktail mangue noix de coco, pour faire comme les grands, mais il avait fondu en larmes aussitôt en voyant son père pianoter sur son téléphone. Il avait accepté les après-midi seuls, les attends une minute j'arrive, mais ce téléphone une énième fois sur la table du restaurant, c'était trop. Dardel l'avait rangé dans sa poche, chantant les notifications s'accumuler. « Tu vas voir, on va passer une bonne soirée, fils. » Dardel le pensait vraiment, le voulait plus que tout, mais il était submergé, l'esprit ailleurs, piégé dans ses signalements. Il le savait, le mal était fait et la nuit serait courte. Dardel se redressa, le bain fit un vague remous et il se décida à enclencher la vidéo. La balle avait laissé un trou net, un impact parfaitement rond et parfaitement reconnaissable. Sur le profil droit, la joue noire pissait le sang, ça jaillissait de partout, sur le blouson flambant neuf, sur le sac de course Go-Sport, sur la main du jeune homme. Kevin marchait, stoïque et perdu, sous une pluie de cris hors champ, un téléphone dans sa main, encore du sang, à attendre qu'on lui réponde, sa mère ou sa sœur peut-être. Dardel imaginait le pire. L'adolescent parlait, n'arrêtait pas de demander à son ami qui filmait lui aussi « Rachid, ma mémoire, ma mâchoire, elle est comment? Elle est comment? Wesh, t'as un sacré trou. Oh là là, Rachid, il est gros comment, le trou? » Dardel ferma les yeux, priant que son fils ne l'entende pas sangloter. Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement, 182. Kevin a 15 ans, 6 heures d'opération. LBD 40. Sa famille vient de m'écrire, mâchoire en bouillie, plusieurs broches, il en a pour 6 mois en se nourrissant essentiellement de liquide. Cahors, acte 8, Étienne Dardel. Procès-verbal gilet jaune 289C, retranscription des notes du carnet de Dardel Étienne sur base photographique. Nous, Arnaud X, capitaine de police en fonction à la direction du renseignement de la préfecture de police.
Tribunal de grande instance de Paris, chambre des comparutions immédiates. Chose vue. Première visite des lieux depuis le déménagement du palais. L'autre sentait l'histoire, celui-ci l'ennui. Édifice sans intérêt, genre hôtel de chêne avec SPA, blanc immaculé, comme s'il voulait certifier sa virginité. On y condamne pourtant à marche forcée, comme dans l'ancien. Rien ne change. Premier cas de gilet jaune jugé cet après-midi. Juliette S, 26 ans, brune, t-shirt noir, au RSA. Arrêté boulevard Haussmann à Paris, samedi en début d'après-midi, dans le cadre des contrôles généraux autorisés par le procureur. La procédure est complexe, son dossier comprend bien un PV d'interpellation, mais pour un homme. Un homme arrêté au même moment qu'elle, transporté dans le même fourgon qu'elle, mais qui n'a rien à voir avec elle. Juliette est accusée d'outrage, enfoiré, connard, à l'encontre du policier dispatcher des gardes à vue. La prévenue précise, il n'y a pas eu de notification de mes droits, ils ont rempli le PV d'audition sans moi en cochant les cases pour moi. Alors après 2 heures où je suis serflexé, avec une épaule en position très désagréable, mes mains sont gonflées, bleues, j'ai excessivement mal, les policiers se foutent de ma gueule. Je leur ai crié dessus, oui, mais pas insulté. Ils ont fini par enlever les serflex pour prendre mon sac. Le juge fouille son dossier. Et dans votre sac, il n'y avait pas de kit manifestant. La salle rit. Pas la procureure qui réclame 2 semaines de travail d'intérêt général. Le tribunal la relaxe et annule la procédure. Juliette a passé 3 nuits en détention pour rien. Quand on a que les murs. Vicky avait ficelé son sac à dos. Elle comptait laisser son téléphone à la maison. Pas la peine de faciliter le boulot des bâtards. Vicky s'était déjà fait avoir lors d'une interpellation 2 ans avant. Tout son portable était passé à la valise XRY. Elle avait vu sa vie défiler, épisode qu'elle croyait effacé, compris. Accab, all cops are bastards. Vicky jeta un regard au miroir de l'entrée, petit geste de sa main droite sur son front. Elle sourit, sa bague caressa sa tempe. Ses cheveux blonds étaient comme il se devait, attachés, prêts à en découdre. Elle se sentait comme avant chaque manifestation, radieuse. Ses lèvres aussi étaient prêtes à bondir et à crier. La sonnerie retentit à ce moment-là. Vicky hésita. Elle et sa mère, tous les séparaient, une ancienne socialo, bénévole au Resto du Cœur, devenue colleuse d'affiches pour Marine. Sa mère disait qu'on les avait jamais essayés, eux, le Rassemblement national, et qu'elle, Marine, c'était différent, surtout. C'était une femme, et ça aussi, on n'avait jamais essayé. Son virage à l'extrême droite avait scellé leur éloignement. Mère et fille s'étaient brouillées à jamais autour de la mort de Rémi Fraisse, fauché par une grenade de gendarmerie à Sivens, à 30 km au nord de Groslay, chez la mère de Vicky. Un dommage collatéral avait pronostiqué Jacqueline Gontier. Un assassinat d'État avait sèchement répliqué Vicky. Paris, le gauchisme, les documentaires, pas un métier, ça. La mère de Vicky avait dit non à tout, et le père, un ébéniste assez dingo pour menacer ses mauvais payeurs à coups de tronçonneuse, avait fait comme à son habitude. « Emmerde pas ta mère, Vicky. »« Allô » fit Vicky avec sa fermeté habituelle sur le « A » et sa fébrilité sur le « Lo » dès qu'il s'agissait de sa mère. « Allô » Elle l'appelait pour lui donner des nouvelles de ses nouveaux amis, ceux des ronds-points, nos réus-cabanes, comme elle disait, les gilets jaunes, ceux qui pourraient enfin les aider à recoller les morceaux. Elle et Vicky, Vicky et elle, l'union dans l'adversité, le mouvement comme ciment. Vicky n'avait pas osé dire la vérité à sa mère, trop fière pour ça ou trop absorbée par ses déboires avec ses producteurs, des fils de qui jouaient les radicaux et allaient à la soupe aussi lâches que les autres. La vérité était que Vicky était passée à côté des gilets jaunes au départ. Elle disait avoir une bonne raison. À Paris, il n'y a pas de rond-point, hormis la place de l'Étoile, riait-elle. Une façon de dire que cette réalité-là, dans un Paris surgentrifié, était invisible. Elle s'était même surprise à partager la cécité coupable des journalistes, parisiens centrés, adeptes du statu quo, moralement et physiquement proches du pouvoir, à quelques encablures de l'Élysée. Depuis, Vicky s'était rattrapée. Elle avait étudié la vidéo de Jacqueline Moreau, cette femme aux airs d'assistante de direction à lunettes et robe à pois qui avait lancé la révolte. « Qu'est-ce que vous faites du pognon des Français ?» Elle suivait aussi Priscilla Ludowski, Ingrid Levasseur et d'autres, toutes ces femmes, la jante féminine en avant. Vicky aimait ça, enfin des femmes activistes, au-delà des MeToo. Elle aimait la modernité du combat, et puis maintenant ça débordait, maintenant ça bardait. Vicky pouvait entrer en jeu. Son site fétiche, lundi matin, fournissait théorie et carburant.
Elle avait tenté de discuter avec sa mère de mytho poétique de l'émeute, un long article anonyme sur l'art des barricades, en vain. Sa mère restait légaliste et ne goûtait pas la bataille du pavé, bien qu'elle avait consenti à reconnaître qu'il était temps que la révolte se passe dans les beaux quartiers. Ça remonte à quand la dernière fois avait-elle demandé? À la commune, avait répondu Vicky. Jacqueline disait que ça finirait mal, ces histoires de raquettes de tennis pour envoyer les lacrymogènes, ou ces clubs de golf pour relancer les grenades, ou encore ces skateboards en guise de boucliers et ces nouveaux engins, ces trottinettes électriques balancées sur les CRS, des engins par destination, comme elle avait entendu dire à la télé, un syndicat de police bien remonté. Vicky, ça finira mal. Et ce Dardel, tu en penses quoi, ma fille? Vicky avait pensé qu'il était d'abord un journaliste, un idiot utile au mieux, un traître au pire, et s'était demandé qui était ce mec et qu'est-ce qui le motivait. Elle avait envisagé un temps que si on le laissait faire son travail, c'est qu'il pouvait servir les forces de répression. Après tout, sa galerie des horreurs constituait un beau tableau de chasse du ministère de l'Intérieur et un magnifique épouvantail à manifester. Gouverner, c'est décourager les autres, disait-elle. Jusqu'à ce qu'elle ait vu le même Dardel, épuisé, fondre en larmes sur un plateau télé. Il pleurait sa solitude et un gamin de Cahors massacré par un LBD. Comme elle, Vicky, qui était passée à l'action après la rafle de Mantes-la-Jolie, où 150 lycéens en grève avaient été filmés à genoux, forcés, bras sur la tête, moutons noirs d'une société blanche, en survêtement et en survie, banlieusards maudits, un alignement désastreux. Et cette caméra, fière d'elle, qui filmait un téléphone de piètre qualité, qui ajoutait de la violence à la violence. Voilà une classe qui se tient sage, lâchait le réalisateur, un flic. Une humiliation post-coloniale à prendre pour ce qu'elle était, un appel à la révolte. C'était la force du moment. En protestant, les Gilets jaunes avaient tissé des liens et retissé des parentés. L'hiver était à la fois le plus doux du siècle et le plus dur dans la rue. Vicky aimait ces paradoxes. Le mouvement emportait tout, réveillon de Noël et conviction de toujours, samedi après samedi, acte après acte. Tout était en jeu. Jusqu'à quand les jaunes pourraient-ils tenir leur entêtement et le gouvernement retenir son effondrement? Le pays se déchirait pour un simple gilet, un peu de visibilité, depuis qu'un aficionado de tuning avait lancé l'idée sur Facebook. Vicky connaissait aussi sa vidéo par cœur. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord. On sort les trompettes, on fait comme une coupe du monde, on s'amuse, on bloque tout, écrit en majuscule. La France sortait soudain de sa torpeur et maintenant des gilets jaunes s'affichaient en Belgique, en Allemagne, en Serbie, en Égypte, en Irak, et Vicky et sa mère enfin retombaient d'accord. Tout ce bazar était un bonneteau familial et national. Illettrés, foule haineuse, peste brune, factieux, putschistes, décérébrés, homophobes, racistes, séditieux, aucune de ces attaques n'avait prise ni sur elle, ni sur le mouvement. Ces intimidations de masse creusaient précisément le fossé entre eux et nous, Paris et la province, les riches et les qui ne sont rien. Elles agissaient comme des aimants, mais Vicky ne pouvait se résoudre à croire que tout était réglé. À 40 ans, elle savait qu'il était trop tard ou trop tôt pour remercier sa mère. Le gouffre restait trop grand et l'émeute trop belle. Elle avait préparé ses slogans pour l'acte du jour. Le 13e, sa porte-chance, appris par cœur, ne jamais laisser de traces. Vicky était vigilante. Ses tags disaient le fossé qui les séparait malgré tout, les abeilles et les bourdons, les jaunes et les black blocs, les révoltés et les révolutionnaires. Saturday Afternoon Fever, statue du casseur inconnu, vous cassez nos vies, on casse vos vitres. Vicky raccrocha, ultime regard dans le miroir, dernière vérification du barda, masque de ski et bombe de peinture, sérum fille et kawaii. Dans l'escalier, elle salua son voisin, un pépé aimable et un peu insistant, un ancien ségestiste, revenu de tout. Il avait un faux air de son père. Elle se dit qu'une tronçonneuse sans guide chaîne, ce serait amusant, ça ferait du bruit devant l'Assemblée nationale. Pour l'Assemblée aussi, elle avait concocté un graffiti. L'État dicte à tort. Alors, on va essayer de vous le montrer. Voilà, l'État dicte à tort. Vicky écouta à peine les encouragements de son voisin. Bien sûr qu'elle ferait attention, mais elle n'allait quand même pas rater l'occasion. Depuis qu'elle était née, tout le monde disait « ça va péter » et ça ne pétait jamais. Jamais vraiment.
40 ans comme ça, de chômage de masse, de rigueur budgétaire, d'injustice sociale, de saloperie fiscale. Aujourd'hui, c'était différent, c'était possible. Alors nous arrivons bien, au chapitre suivant, intitulé « Vous ne nous attraperez pas, nous n'existons pas ». Donc 3 pages pour ce chapitre. Et puis enfin, on terminera avec « Les règles ont changé, les lois, c'est du passé ». Eh bien, allons-y pour ce nouveau paragraphe après la lecture de vos messages, les amis. Alors, où est-ce qu'on en est? Tac, tac, tac. Alors, on a l'éternel rêveur qui nous a apparemment rejoint. On est quand même toujours 20 après de minuit 20. Écoutez les amis, tout à votre honneur. Pierre, c'est sûr, c'est pas facile de changer tout ce système, d'autant que tout est bien pensé pour qu'on ait beaucoup de mal à le faire. C'est fait un virage à 180 degrés et nous sommes des précurseurs. Alors, donc, merci pour ce message, Laetitia. Ensuite, et pour que dans notre camp on s'entende tous, c'est pas gagné, ça je vous le fais pas dire. Mais moi, j'ai un système simpliste qui peut peut-être nous aider un certain temps. C'est qu'il n'y a que 2 camps, les amis, les dominants et les dominés, hein, d'où le générique du début. Alors c'est pas la peine de couper les cheveux en 24. Soit vous êtes dans les dominants, et je doute que vous ne seriez pas là, que vous soyez là, soit vous êtes dans les dominés, et il n'y a pas trop de questions à se poser. Oui, Laetitia, et pour que dans le camp on s'entende tous, c'est pas gagné. Laetitia, tu es certaine? C'est ton dernier mot, Jean. Laetitia, j'ai une admiration sans borne pour votre... Merci Laetitia, c'est vraiment sympa. Une admiration sans borne pour votre engagement, la liste citoyenne, d'autant que le geste est destiné à la collectivité. C'est vraiment un acte de partage qui rejoint aux gens leur dignité. Quand il a fallu coller à une heure avancée de la nuit les affiches hier soir, je vous assure que vous mesurez la stupidité de ces jeux, sachant qu'une demi-heure après, tout avait été arraché. Enfin bref, on y a passé 2 heures sous la pluie. C'est vraiment... voilà. Une stabilité crasse. Voilà. Éternel rêveur, je viens de vous choper en retard. Bonsoir Pierre et bonsoir tout le monde. Oh, il n'est jamais trop tard avec nous. Œuvrer pour le bien commun est admirable en effet. Monnaie libre, blockchain, Rick, Carl égale fin des banksters, nous dit Dublix Flow Airship. Merveilleux. Ô éternel rêveur, tu dois reprendre le début, t'as raté quelque chose. Petite Marguerite essaie de redonner aux gens leur confiance en eux, redonner de la valeur à leur intelligence, leur donner la conscience. Ils sont maîtres de leur vie. Bien d'accord avec ça. Maman va être super contente. Petite Marguerite, promis, demain je regarderai en replay. J'avais peur de m'être trompé, je rigole pas. Ah, alors là j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Laetitia n'a jamais rigolé avec les maths. Après la quarantaine, le mouvement va-t-il reprendre? Ça, Manon, c'est sûr, les maths ne m'ont jamais fait rigoler. Petite Marguerite, je pense que gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'ils se sont encore une fois de plus pas trop mal sortis de ce guêpier, parce que évidemment, j'étais pas à Paris cet après-midi, mais de ce guêpier qui leur avait été tendu. Concentre-toi, STP, on accélère, là, 3, 3, fond. Laetitia, ah oui, d'accord. Oui, mais beaucoup moins de monde maintenant. C'est vrai, mais bon, faut pas sous-estimer la force de l'organisation qui se met en place. On passe aux racines carrées. J'ai décidé d'embêter quelqu'un, là, on dirait. J'ai bien envie de faire une chaîne comme ça où je lirais plein de bouquins. J'ai une tonne de bouquins, mais il me faudrait 2 à 3 vies pour les lire tous. Oh, les salauds d'avoir arraché les affiches. Ah bah ça, je vous fais pas dire, les amis. Moi, j'étais trempé, j'ai fait tout ça en vélo, avec une remorque de vélo. Et on a fini comme il se doit avant minuit, et on est repassé 5 minutes après. Tout avait été arraché. D'ailleurs, c'était le jeu d'un citoyen brestois, voilà, qui a tout arraché. Bon, d'une certaine manière, ça a remis tout le monde au même niveau, si je puis dire, puisque c'est un jeu absolument stupide, ces panneaux d'information avec plusieurs listes. Mais enfin, revenons à nos moutons. Bravo à vous, c'est merveilleux cette journée à Paris, magnifique, tout à fait. Tout à fait, je pense qu'il y a quand même une superbe inspiration dans ces gilets jaunes, et ça donne de l'espoir. Eh bien écoutez, on va justement, je pense que c'est parfaitement en phase avec ce qui se passe là. Vous ne nous attraperez pas, nous n'existons pas.
Dardel caressa sa barbe naissante, 3 poils qui se battaient en duel depuis 15 ans et qui depuis 15 jours blanchissaient en bataille. Sur Twitter, les trolls étaient sortis. Dardel commença à les bloquer à tour de bras après sommation, disait-il. Les attaques fusaient, la plupart venues du camp présidentiel, mais pas seulement. On l'accusait de putaclic, de buzzer à la petite semaine. Certains allaient jusqu'à insinuer qu'il était payé par l'extrême gauche ou l'extrême droite, assurément par une obscure officine de l'anti-France. On lui promettait aussi un prix du journaliste de l'année, lui 100 cartes de presse depuis plus de 10 ans. Des ONG lui faisaient des appels du pied. Dardel n'était pas dupe. Il savait que tout ceci finirait en feu de paille, qu'une séquence nouvelle viendrait balayer ses efforts. Il savait que la machine avec un grand M n'allait pas tarder à tout mettre en œuvre pour le broyer. C'était le prix du baiser qui tue. Il avait perdu des amis. Qu'est-ce que tu fous avec ces connards jaunes? C'était pourtant une évidence pour Dardel. Leur précarité renvoyait à sa relative incertitude économique. C'est parce que je suis indépendant, avançait Dardel au sien, que je suis plus proche d'eux que vous ne l'êtes. Dardel avait besoin de faire la leçon pour tirer les siennes. Ce n'était pas toujours plaisant, mais c'était sincère. Une nouvelle notification venait de retentir, elle apportait son lot d'angoisse et d'excitation. Qui était-ce? Et quoi encore? Et quoi à nouveau? Une victime désemparée ou un salopard qui voulait le piéger? C'était la sœur de Kevin, elle apportait de bonnes nouvelles. Les chirurgiens avaient révisé leur diagnostic. Kevin en aurait finalement pour 2 mois et demi à manger à la paille et non 6, comme annoncé au sortir de l'opération. Ma mère et moi sommes très soulagés, mais on a aussi été contactés par la police qui compte mener une enquête. Nous sommes convoqués et ils nous aideront dans les démarches, plaintes, etc. Les frais d'hospitalisation aussi. Ils nous ont dit qu'ils seront pris en charge par la police. Dardel partit dans un rictus et un souvenir. Il connaissait le tour de passe-passe, il connaissait les méthodes de la police des polices, les bosses carottes qui lisaient venir au chevet des victimes dès l'hôpital, pour leur bien, pour que l'enquête progresse vite. Tu parles. Il voulait leur dicter leur déposition, minimiser ce qu'avaient fait leurs collègues. Dardel regarda la nouvelle photo de Kevin. Il est très fatigué et c'est une chance qu'il ne soit pas défiguré, avait noté sa sœur. Dardel ouvrit le cliché dans un logiciel de retouche photo. Il hésitait sur la couleur, il s'arrêta sur le gris, sans raison apparente. Le noir lui semblait trop morbide, le blanc trop voyant. Son réflexe était celui d'un père, pas d'un journaliste, qui savait devoir protéger l'identité d'un mineur. Dardel barra les yeux de l'adolescent, signalement 202. 1 heure après, son visage barré surgissait sur les chaînes d'infos. Eh bien, nous arrivons au dernier chapitre pour aujourd'hui de cette émission, ma foi, bien copieuse. Les règles ont changé, les lois, c'est du passé. Frédéric Dom connaissait l'adage et les usages maison. On n'est trahi que par les siens. Serge Andras, un flic de la nouvelle école, toujours à la lisière de la légalité, toujours dans le coup, lui devait tout. Il s'était fait la courte échelle. Ascension double et parallèle, Dom à la PP, Andras dans le syndicalisme, ensemble dans l'adversité, unis dans la citadelle assiégée, comme Dom appelait les lieux. Serge Andras avait même assisté au moment clé de la carrière de Dom, la nuit qui allait le propulser dans les hauts rangs, le genre de tournant qui ne se présente qu'une fois et s'énégocie pour toujours. C'était dans leur commissariat d'Argenteuil. Le ministre de l'Intérieur de l'époque était venu faire la tournée des popotes, son sport favori, avec le vélo. Le ministre voulait s'assurer que sa nouvelle doctrine du maintien de l'ordre était bien à l'œuvre. Sur la dalle qu'il avait menée au commissariat, Sarkozy avait rencontré quelques difficultés. Des gamins qui le huaient, fiers d'affronter le boss. Sarko on t'encule, Sarko on t'encule. Dom se tenait à la droite du chef, prêt à faire rempart. Il connaissait l'enjeu de l'événement, 6 jours de préparation, les toits des immeubles fouillés, les cages d'escalier inspectées, les dealers écartés moyennant marché, paix sociale d'un soir contre stabilité du petit commerce pour une semaine. Dans son commissariat même, Dom avait fait le ménage, fourguant dans son tiroir la gravure de sa loge maçonnique. Dom était un fidèle de la fraternité, en donnant congé aux petits malins qui trouvaient fin de faire le salut nazi à l'appel. Sarkozy avait le visage des grands soirs, déterminé, ni tout à fait fermé, ni tout à fait détendu. Les projectiles qui pleuvaient sur lui annonçaient du beau temps, l'avenir avait un nom, le plan anti-violence urbaine. C'était un choix policier, un choix politique. Nicolas Sarkozy entendait renforcer la présence des forces mobiles dans les quartiers. CRS, gendarmes allaient devoir travailler par rotation sur des périodes longues de jour comme de nuit en renfort des BAC.
À Dom, le ministre expliqua que la gauche était morte, que les manifs à la papa, c'était du pipi de chat, que les services d'ordre syndicaux géraient ça fort bien. Les cons, disait le ministre, ils se prennent pour des flics, et qu'il fallait savoir gérer les hommes en Algérie, réaffecter tout ce beau monde. Le maintien de l'ordre, maintenant, c'est Flashball et Karcher. Vous êtes d'accord, Frédéric? Tom était électrisé. Son visiteur du soir était la preuve vivante que la rumeur disait vrai. C'était le Messie, littéralement, le petit gars descendu du ciel, enfin du côté des disciples, et pas des mécréants. Ça changeait des autres mous du genou. Il le regardait comme le sauveur, enfin un ministre à la hauteur. « Je suis le premier flic de France », répétait Sarkozy. Verset parfait. Frédéric, rien ne m'arrêtera. Dom, inquiet, regardait le chemin qui les séparait de l'abri, le commissariat. Il calculait les mètres et les secondes, les pierres et les insultes. Le ministre ne se souciait de rien, il se savait rockstar ici. À lui les groupies, aux videurs les resquilleurs. Il fendait la foule, levait la tête à nouveau, ses gardes du corps s'occupaient du reste. En cas d'erreur, sanction suprême. En cas de victoire, montez dans mon équipe. Dom, j'ai besoin de gars comme vous. Il devait être 23 heures ce soir d'octobre 2005, alors que Dom invitait le ministre à découvrir son antre. Une femme à son balcon l'apostropha. Dom s'en souvenait comme si c'était hier. Vous vous rappelez, Serge, que vous ai dit... Serge s'en souvenait. Putain, qu'elle fasse pas chier, la vioque. L'expression avait pris Dom par surprise, lui d'ordinaire si précieux. Vous en avez assez de cette bande de racailles, demanda le ministre. Eh bien, on va vous en débarrasser. Bonne soirée, hein? Avoir assisté à cet événement tenait du miracle pour Dom et du galon pour Andras, de quoi ravitailler pour les deux des discussions sans fin entre connaisseurs, oui, Argenteuil, les racailles, oui, 2 jours avant les émeutes de 2005, Zied et Bouna, les gamins électrocutés de Clichy, on y était, on en était. Dom avait sauté sur la proposition, était devenu un sarco-boy, comme tant d'autres, aujourd'hui encore, un de ces sarcommissaires, des gars qui tenaient toute la maison. Andras avait suivi, toujours une classe en dessous. Mais quelque chose tournait mal désormais, quelque chose qui relevait bien plus que du désaccord entre le chef et le sous-chef, entre le directeur et le syndicaliste. Il y avait de la distance dans l'air, peut-être même que cet air était chargé d'insurrection, la faute à ces gilets jaunes. Andras parla le premier. Il avait un sac à vider, et le sac débordait. Les vacations de 23 heures sur les Champs-Élysées, les collègues obligés de se pisser dessus, vous m'entendez, pisser dessus, parce qu'ils avaient interdiction de quitter leur position, et les plateaux repas à 11 heures, un jus de fruits à l'eau avec surtout beaucoup d'eau, un Mars et des chips, mais comment vous voulez qu'on tienne? Comment vous voulez qu'on soit serein? En face, c'est des sérieux, des combattants, véritables. Ils viennent à l'affrontement et jouissent de notre inaction, comme des salopes. Dom opinait, un peu là, entre condescendance et absence, maudite douleur de la nuque. Il défendait mollement l'institution, usant des expressions qui avaient le don de rendre Andras plus furieux encore, obligation de rendre compte, les éléments portés à ma connaissance, aucun fait ne m'est remonté. Andras était en roue libre. On en a marre de pleurer les ordres sur les ondes, d'attendre des plombes pour sortir les gommes à effacer le sourire, d'être à court de munitions pour les LBD comme samedi dernier. Bordel, attendre que les motards rappliquent avec des cartouches. Et les drones, hein? Les drones de chez Jouet Club, de la Camelote. Dès qu'il y a du vent ou des goélands, c'est mort. Tom sortit sa carte d'Hostel, la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la PP. Andras lui rayonnait. Un rire comme quand on se sépare. Un rire de dispersion, un rire méchant. Dom sentait la situation lui échapper, il mettait ce désavantage sur le compte de la nervosité des services ou de sa fatigue, les deux peut-être. Andras en profitait, la dostelle des gens foutres toujours à quémander un formulaire quand la jacquerie gronde. Le syndicaliste évoquait maintenant le nouveau petit business des commissariats. Ces gars qui vont chez Cap 18, un grossiste en chimie de la porte de la Chapelle, se fournir en décontaminant contre les lacrymos du samedi et qu'ils refourguaient à prix Versas aux collègues. C'est bien simple, depuis les abeilles du samedi, c'est comme si les 50 000 fonctionnaires de la PREF étaient en mode panique. Un autre fournisseur se frottait les mains. GK, le bon GK, dans le 11e, la samaritaine des flics, brassard, menottes, porte-menottes, tout l'attirail en copie conforme. Et vous savez pourquoi, Frédéric, tous les collègues y courent? Parce que les collègues, ils laissent les originaux au vestiaire, à la maison, c'est trop le merdier, le sautent dessus dans les manifs, et ils veulent pas de blâme en cas de perte.
sans parler de tous ceux qui se fournissent en cascos des matraques télescopiques pas toujours réglementaires. Et oui, Frédéric, des matraques officieuses pour des agents qui n'ont ni la formation ni l'habilitation. Serge avait dit Frédéric. Et ce Dardel continuait. Andras, vous allez faire quoi? Tom chuchota. Il était hésitant, comme devant son ex-femme. Andras rit à nouveau, de cruauté cette fois. Je vous parle d'urgence, je vous cause de maintenant. Les fouilles-merdes sont en passe d'en faire un héros. De ce mec, les journaleux se rachètent à pas cher, grand prix du journalisme. Mes couilles, il est intouchable maintenant. Je vous parle de quelque chose de sérieux. Tom sourit, comme il signa la convention de séparation. Son flegme était fabriqué, il le savait, il avait perdu la main. Il regardera Andras lui tourner le dos. Et ben voilà pour cette deuxième partie sauf erreur, on va le vérifier tout de suite. Voilà, les règles ont changé, les lois c'est du passé. Ainsi s'intitulait notre dernier chapitre du jour. Et bien demain ça sera pour évidemment un nouveau signalement, ça vient rythmer en quelque sorte nos chapitres. Et puis, ça sera suivi de 8000 arrestations n'arrête pas la rébellion, un chapitre relativement fourni de 9 pages. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que tout ça vous a redonné du cœur à l'ouvrage en pensant à tout ce qu'ont déjà fait les Gilets jaunes. Je pense que il faut régulièrement se souvenir de tout ça pour pouvoir continuer à avancer. Alors, quels sont vos derniers messages avant de vous saluer et de vous souhaiter une excellente nuit régénératrice? Les Gilets jaunes ont permis à beaucoup de personnes de s'éveiller. Jamais ils ne s'en rendormiront, jamais. J'en fais partie, nous dit Sam. Ça, c'est sûr. Et moi-même, j'essaye d'éveiller autour de moi, mais pas facile. Je crois que la vérité leur paraît trop énorme ou ils ne peuvent pas accepter. Ça fait tellement peur. Laetitia... Petite, beaucoup continuent en faisant autrement. Il y en a qui donnent des conférences sur la Joune, d'autres qui organisent un réseau d'échange de marchandises, etc. etc. Tout à fait. Éveiller ne veut pas dire convaincre. Ouais, très juste. Je vois de ONUS en plus de gens qui commencent à se réveiller. Oui, Laetitia. Perso, je vais tranquille. Ben oui, tiens, si tu as envie de le faire, il faut le faire, les émissions. Mais ça y ressemble. Si tu essayes d'éveiller et que la personne n'est pas convaincue, c'est quoi le terme exact, monsieur le professeur de maths et de français 1? J'ai un collègue super fermé au départ, ben il m'envoie des liens YouTube super complotistes. Je pense qu'il ne faut pas chercher à convaincre, mais encourager des gens à chercher par eux-mêmes les informations. Tout à fait d'accord. Bravo Pierre, et merci, bonne nuit à tous et votez utile demain. Bonne nuit à tous. Votez en votre âme et confiance et conscience. Outre la solidarité du peuple, j'ai confiance en notre armée. Mon père militaire de carrière pendant 35 ans avait cassé la gueule à un même gradé. On est éloigné géographiquement, il faut qu'il percute vite, j'ai pas tout mon temps, même si beaucoup sont pourris, d'autres ont leur vocation de protection des civils au cœur et aussi s'éveillent. Oui, merci beaucoup pour les Gilets jaunes, c'est nous tous, c'est le présent et l'avenir. Ben, une fois de plus, les amis, merci pour votre participation fabuleuse. Hein. Vous voyez, c'est une manière, il me semble, utile en tout cas, de passer notre samedi soir en s'informant, en ouvrant nos yeux, en réfléchissant et bien sûr en partageant. Eh bien écoutez les amis, je vous souhaite évidemment une excellente nuit régénératrice. Je souhaite pour ma part que chacun se sente concerné par les votes de demain. Et puis, ma foi, on croise les doigts et on verra bien ce qui se passe. Maintenant, je crois que les choses sont lancées. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Donc, passez une excellente nuit. Force et honneur. On lâche rien, les amis. Prenez soin de vous. Et prenez soin de ceux qui vous entourent. Ça paraît très important. Je vous laisse en compagnie du générique le temps de vous dire au revoir. Et puis je vous donne rendez-vous pour demain soir. Je suppose qu'on aura
des choses à se dire. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais on verra bien. Eh bien, les amis, passez une excellente nuit régénératrice. Merci encore pour votre participation et à bientôt. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.